Bien, bonsoir, monsieur, bonsoir. En cette soirée de la célébration de l'Assomption, notre invité, celui qui a la parole ce soir, est un acteur politique, l'un des acteurs les plus visibles ces 15 ou 20 dernières années au Cameroun. Il est candidat à la prochaine élection présidentielle, président national du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il a été candidat à la présidentielle de 2018. Il achèvera la course au fauteuil présidentiel au 3e rang, derrière Paul Biya et Maurice Kamto. Il repart pour l'élection du 12 octobre prochain avec comme slogan de campagne « Réussir ensemble ». À qui finalement s'adresse-t-il? Est-il partisan de la mutualisation des forces de l'opposition? Quelle est la stratégie qui accompagne sa course vers ce fauteuil présidentiel? Vous l'avez deviné, notre invité ce soir s'appelle Cabral Libi. Monsieur le Président national, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Monsieur Jean-Jacques Zé. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Alors, comment est-ce que vous avez vécu les deux premières étapes vers l'élection présidentielle, les étapes essentielles et les CAM, Conseil constitutionnel? Vous les vivez comme les examens de passage? Alors, pour moi, ces étapes, je les ai vécues comme un épilogue de la persécution dont j'ai été l'objet. Et quand je dis j'ai, le parti politique, le PCRN, que je préside, a été l'objet depuis 2 ans, pratiquement. Vous savez sans doute que depuis l'interdiction de notre congrès de Kribi, le congrès de l'envol, comme nous l'avions baptisé en décembre 2023, nous sommes allés de persécution en persécution, de persécution en persécution. Devrais-je vous rappeler que nous avons été interdits de toute réunion, nous avons été à un moment autorisés à faire des dédicaces, puis ça a été interdit. On est même arrivé à un point où des ordres étaient donnés à des gouverneurs de régions de nous expulser manu militari de certaines régions. À côté de cela, il y avait le long procès qui a commencé lui-même effectivement en décembre 2023 et dont les derniers soubresauts avaient lieu encore alors que la veille pratiquement, nous étions, notre dossier était déposé à l'ECAM, alors même que justement, une fois que nous avons été validés, notre dossier a été validé, la candidature a été attaquée au Conseil constitutionnel. Donc c'est dans cette atmosphère-là, c'est pour ça que je vous parle d'épilogue, d'une persécution, parce que nous osons penser que tout cela tire à sa fin. Ça ressemblait à un happy end pour vous. Donc non, enfin, pas happy end, parce que c'est plutôt le début de quelque chose. Même si effectivement nous avons été durablement perturbés dans la préparation de cette élection. Je crois que cela est une évidence pour tout le monde. Un parti politique qui s'apprête à aller à l'élection, qui est interdit de s'exprimer. Je dois même rappeler qu'entre-temps, nous avons même, c'est des choses inédites, nous avons même été interdits des défilés officiels le 11 février, le 20 mai. Vous allez me dire que c'est redondant de rappeler tout cela, mais c'est important de le rappeler, parce que c'est dans... Alors, évidemment, plutôt que de nous décourager, mais ça nous a boosté. Plutôt que de nous affaiblir, ça nous a fortifié. Comme dit le dicton, c'est qui ne tue pas rend plus fort. Alors, donc, effectivement, c'est rempli d'enthousiasme et de conviction, parce que cela ne nous a pas empêché de continuer à partager notre offre politique, le manifeste de la rupture et du progrès, qui a été publié en 2024, après le précédent ouvrage qui est une offre idéologique, le fédéralisme communautaire en 2021. Donc, nous y sommes allés, puisque vous me posiez la question sur l'étape et l'étape du Conseil constitutionnel. Nous avons vécu tout cela avec... C'était un soulagement pour nous. C'était un soulagement et rempli d'enthousiasme, d'énergie, de volonté, armé de notre offre politique et de tout le travail quand même que nous avons fait, nonobstant toute la persécution que nous avons essuyée. Justement, mais nous sentons en ce moment précis que nous sommes prêts à affronter le challenge. Alors, parlant justement de persécution, est-ce que ce n'est pas un peu fort? Qui persécute Cabral Libi? C'est l'opposition, c'est le régime en place? Vous vous sentez persécuté par qui? Alors, si on s'en tient aux indicateurs visibles, donc notamment les collusions qui ont pu apparaître, par exemple dans les réseaux sociaux, quand vous recevez des tirs groupés, ben, vous essayez d'identifier qui vous tire dessus. Donc, pendant un certain temps, et ça, je crois que ça court toujours, nous avons eu le sentiment que
nous étions principalement persécutés par des agents du pouvoir, notamment des membres du gouvernement, auxquels s'était associée une bonne frange de l'opposition, dont des militants de partis politiques bien identifiés. Nous nous posions juste la question, mais pourquoi nous devons absolument être détruits par ces gens? Nous n'avons jamais compris pourquoi. Quels en étaient les mobiles profonds? Je dois vous avouer que nous n'en savons rien, puisque de toute façon, nous n'avons pas consacré l'essentiel de notre temps à chercher à connaître les mobiles. Bon, nous sommes conscients que depuis notre avènement en politique, nous dérangeons un certain nombre de personnes. Il y en a qui nous prennent pour un danger, il y en a qui considèrent que nous sommes un obstacle sur leur chemin. Bon, bref, chacun nous voit comme il veut, mais nous continuons à nous voir nous-mêmes comme nous sommes. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont entrés en politique avec une vision, le Cameroun, qui protège et qui libère des énergies, avec un projet de société que nous avons pris la peine de construire, de consolider, de rédiger, de partager aux Camerounais. Je rappelle que le manifeste, c'est quand même près de 400 pages de travail intellectuel. Je remercie tous mes camarades du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que je dois vous avouer que tout seul, j'aurais jamais pu faire ce travail. Et d'où m'est venue la force d'ailleurs de continuer à conduire cette dynamique. C'est que nonobstant ces persécutions et ces attaques, nous sommes restés au taquet. Oui, on a pu avoir une ou deux une ou deux personnes qui ont pu se fatiguer de tout ça, parce que humainement c'est pénible. C'est difficile. Mais l'essentiel du groupe est resté là. Le groupe est resté soudé, nous avons continué à travailler. Donc, on ne passe pas plus de temps à chercher à savoir qui nous persécute et pourquoi. Nous comprenons que c'est de bonne guerre. Nous finissons par le vivre comme ça, c'est de bonne guerre. Et nous espérons que le peuple camerounais est témoin de tout cela et saura prendre la bonne décision. Alors, dans tout cela, persécution à gauche, attaque à droite, acharnement même à certains moments, il va vous rester quoi? Peut-être la justice, que vous êtes obligé de saluer quand même. Évidemment. Évidemment, je n'ai eu de cesse de le faire. Je crois d'ailleurs que la dernière fois que j'étais sur votre plateau ici, je vous avais dit que il y a des corps sociaux sur lesquels nous comptons. Parce que, au regard du niveau de bordélisation de la République en cours par certains agents du gouvernement, certains membres du gouvernement, certains personnages ou certaines personnalités publiques, je vous avais dit que seule la justice, la police et l'armée pouvaient encore garder cette République sauve. Et dans le cas précis de ce que nous avons dû traverser, nous avons eu cette grâce que la justice a décidé de résister aux pressions de toutes sortes. Et je pèse mes mots. D'ailleurs, vous avez dû voir à un moment des montages mais ignobles et absolument putrides qui étaient faits, donnant l'impression que les magistrats qui disaient le droit à ce qui nous concernait avaient été amadoués ou corrompus. On a eu des montages, toutes sortes de choses, mais absolument, je saurais même d'ailleurs les qualifier. Il y a quand même 5 ou 6 victoires. Mais ils ont résisté, oui, mais je vous dirais même 7. 7 victoires. C'est 7 victoires, si vous y mettez la victoire du Conseil constitutionnel. Oui. Donc les magistrats sont restés droits dans leurs bottes, ils ont décidé de dire le droit, ils ont décidé de résister aux pressions de toutes sortes qui leur étaient imposées. Et c'est de cette République-là que nous rêvons tous. En tout cas, moi, je remercie le corps judiciaire pour le travail de salubrité qui a été fait en ce qui concerne la cause du PCRN. Mais il reste pour beaucoup, le Conseil constitutionnel est assez redouté. Dans l'opposition, on regarde d'un mauvais œil le Conseil constitutionnel. Beaucoup au sortir du contentieux préélectoral pensent que le Conseil électoral est totalement politique, qui ne dit pas le droit. Oui, mais vous savez, lorsque le dossier est rejeté, c'est toujours quelque chose de difficile à vivre. C'est quelque chose de difficile à vivre. Bon, je ne maîtrise pas le fond des dossiers qui ont été rejetés, encore moins ceux des dossiers qui sont passés. Je viens de vous dire que nous étions nous-mêmes préoccupés à rédiger notre mémoire en défense, parce que non seulement ceux qui attaquaient notre dossier avaient adressé des courriers et à la Direction générale de l'élections Cameroun et au Conseil constitutionnel, pendant que nous nous battions au Conseil, je vous l'ai dit tantôt, on était en fou encore devant les tribunaux. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, ceux dont les dossiers ont été rejetés le vivent mal. Surtout, je parle d'expérience. Lorsqu'on sait toutes
l'énergie qu'on doit déployer pour préparer une élection et qu'on est stoppé net à ce niveau-là, ça fait forcément mal. Maintenant, quelles sont les raisons? Je ne les maîtrise pas. On est quand même d'accord qu'il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été rejetés, qui n'étaient pas du tout complets. Et là, il y a un débat qui s'est ouvert au Cameroun entre ceux qui viennent pour passer leur propre message, ceux qui viennent effectivement pour être candidats à l'élection présidentielle. On a noté une sorte de désordre. En tout cas, certains ont pensé que c'est un peu trop de désordre, qu'il faudrait qu'on mette un peu plus de filtres lorsqu'on s'engage quand même à être candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes pour ces filtres-là? C'est le fameux débat sur l'application stricte ou souple des dispositions du code électoral. Ma position est que, et c'est notre position d'ailleurs au PCNN, c'est que le code électoral mentionne les pièces qui doivent être fournies par un candidat à une élection, notamment les élections législatives ou l'élection présidentielle. Oui. Notre position est que l'équipe d'Elections Cameroun qui reçoit les dossiers ne doit recevoir que les dossiers dans lesquels ces pièces-là existent effectivement. Le travail maintenant d'Elections Cameroun derrière devrait être, à notre avis, un travail d'authentification des pièces qu'il y a dans le dossier. Donc si on vous dit de déposer la preuve de ce que vous avez payé 30 millions de francs par exemple, il se peut bien que vous y mettiez une fausse quittance par exemple. Oui. Donc il appartiendra à elle quand même de vérifier que la quittance est bonne. Si on vous demande l'extrait de votre casier, l'extrait de casier judiciaire ou l'extrait de l'acte de naissance, il peut arriver que le document ne soit pas le bon, ne soit pas authentique, qu'il ait été falsifié. Charge à elle quand maintenant d'en établir l'authenticité ou non. En ce moment-là, effectivement, vous avez parlé du filtre, vous avez invoqué le mot. Nous pensons que ce filtre-là est important. Parce que lorsque vous avez des dossiers, par exemple, de personnes qui n'ont même pas l'âge déjà. Oui. Enfin, la Constitution parle de 35 ans et quelqu'un n'a pas encore 35 ans et il dépose le dossier. Lorsque l'on reçoit ce dossier, c'est pas le dossier qui est fantaisiste, c'est l'action de le recevoir qu'il est. Et je pourrais prendre d'autres pièces comme ça. Donc je viens de répondre à votre question. On pourrait dire que nous sommes pour une application stricte des dispositions, c'est-à-dire que on vérifie que voilà, il faut telle pièce, telle pièce, telle pièce, elle figure bel et bien dans votre dossier. Et puis par la suite, on va vérifier. On vous accuse, hein, d'ailleurs on met au même rang que le candidat Biya, de n'être pas parti vous-même au Conseil constitutionnel. Donc on estime que vous avez manqué de respect à cette institution. Alors là, je ne sais pas pourquoi il n'y a que 2 candidats qui sont accusés de cela, parce que je crois qu'il n'y en avait pas que 2. Il n'y en avait pas que 2. Donc, c'est forcément une accusation fallacieuse. Pourquoi vous n'êtes pas allé? Parce que c'est la loi. Je viens de vous parler de la loi. À partir du moment où la loi vous donne la latitude d'y aller ou d'y envoyer un mandataire, lorsque vous êtes en préparation d'une élection présidentielle, ce qui est mon cas, parce qu'au moment où il fallait déposer des dossiers, nous étions dans un round de réunion et d'action de terrain. Donc il s'est passé que, hasard de calendrier, j'étais amené à soutenir des actions préparées au préalable. Je crois que c'était des réunions qu'il fallait présider, hors de Yaoundé même d'ailleurs, parce que je crois que lorsque ça se faisait, je n'étais même pas à Yaoundé. Donc, pour le Conseil constitutionnel, l'affaire, elle est portée par Maître René Roger Bébé, qui accompagnait Maître Massi Georgie et Maître Paul Assiene Aboyoyo. Ils font leur boulot, quoi. Et à côté, il y a ma porte-parole, Anne Fégon-Noir, que vous avez vu, le vice-président Ousmane Malpetel, qui est d'ailleurs dans ce studio, je ne vais pas regarder dans sa direction, ou alors mon directeur de cabinet, qui était mandataire d'ailleurs à Elections Cameroun, M. Abdourahmane Mokhtar, et tous les autres d'ailleurs, parce que vous savez, c'est aussi un grand moment de la vie, j'ai envie de dire juridictionnelle de notre pays. Donc il y a beaucoup de nos cadres qui étaient eux aussi dans le stress de la crainte de ne pas voir notre dossier passer. Donc ils se relayaient carrément au Conseil constitutionnel pour vivre en direct ce qui s'y passait. Donc ce n'était absolument ni un manque de respect au Conseil constitutionnel, qui n'en demande d'ailleurs pas tant. Le Conseil constitutionnel ne vous demande pas de venir tous faire un balai devant lui. Vos avocats leur suffisent largement. Et puis voilà, donc maintenant... Et puis qui accuse? Ce n'est certainement pas le Conseil constitutionnel. Pas le Conseil constitutionnel, mais bon, voilà. Et dans le registre, je me laisse d'ailleurs à penser que ceux qui disent ce genre de choses, c'est des gens qui ne manquent aucune occasion de raconter une ineptie à mon endroit. Donc, justement, je vais rester dans le cadre de ces interprétations. Dans le cadre de ces interprétations, il y a eu un rapprochement qui a rapidement été fait avec le candidat Biya. Et je m'en doutais bien. Le débat est revenu
Et vous voyez que le traitement parcellaire de ce fait vise cela. Alors qu'il y a plusieurs autres candidats dont les dossiers étaient pendant au Conseil constitutionnel. Ils ne sont pas venus et se sont fait représenter par leur conseil, mais on décide de ne parler que de Cabral Libye et du président sortant. Mais vous savez, parfois, moi, je regarde ça d'un bon œil et je me dis, ça montre bien qui va remplacer l'autre. Alors, dans ce registre-là, vous avez parlé de persécution tout à l'heure, vous avez beaucoup cité les membres du gouvernement, dans l'équipe gouvernementale et autres. Entre-temps, du côté de l'opposition, on vous renvoie, on vous trouve proche du régime en place, le gouvernement vous renvoie à l'opposition. Finalement, vous vivez des moments difficiles. Votre sort est un peu compliqué. On revient un peu à gauche, on dit que vous êtes avec la droite. La droite dit que vous êtes avec la gauche. C'est un peu compliqué d'être Cabral Libye. Vous avez tout dit. C'est très compliqué d'être Cabral Libye. C'est très compliqué d'être leader d'une organisation politique qui subit ça. Parce qu'en plus, vous devez rester courageux. Oui. Vous devez rester le président de votre parti. Et tous vos militants se déterminent par rapport à votre attitude. Donc, vous vous imaginez humainement la charge que cela peut être. Les gens me disent tout le temps ces jours-ci, tu vieillis vite, on voit ceci ou cela. Ben, je leur dis, je n'en donne pas toujours l'impression. J'essaie de rester le plus placide possible, justement pour que ceux-là que je dirige soient eux-mêmes toujours confiants. Mais il y a un travail intérieur qui est terrible. Parce que vous devez justement gérer tout cela. Il y a un flot d'émotions que vous devez pouvoir canaliser. Et c'est pas évident. C'est absolument pas évident. Parce qu'on vous colle quand même des étiquettes. C'est de bonne guerre. On vous colle des étiquettes. On dit que vous êtes une fabrication du régime. On semble se méfier un peu de vous. Il y a comme une sorte de tout, sauf Cabral, qui se met en place, finalement, des deux camps. Ben ouais, voilà. D'un côté, il y a des gens qui disent, ou qui jurent, ou qui disaient ou juraient que de leur vivant, tu ne seras jamais candidat. Et de l'autre, une fois que tu as réussi à l'être par la grâce de Dieu et la justice, tout sauf lui. C'est regrettable. Ben, c'est peut-être la croix que je dois porter pour arriver et pour accomplir le dessein que Dieu m'a donné. Mais vous savez, il y a quand même des atténuations dont il faut tenir compte. Vous verrez bien que le nombre de personnes qui m'accablaient, vous savez que depuis que j'ai mis le nez en politique en 2017, j'ai été attaqué par une partie de l'opposition. Et bon nombre de ceux-là se sont repentis quand même. Je prendrai pour exemple l'autre jour au meeting de Bafoussam, à la dédicace de Bafoussam, il y a un jeune dans la salle qui s'est levé et qui a dit, écoutez monsieur Libye, je faisais partie de ceux qui vous accablaient, et qui vous diffamaient et qui propageaient des mensonges à votre endroit. Et bien publiquement ici je vous demande pardon parce que je me rends compte que j'ai été manipulé. On ne peut pas négliger ça. Je connais pas mal d'acteurs cybernétiques, notamment pour une bonne partie logés en Occident, qui les uns après les autres montent au créneau maintenant. Je suivais encore l'un d'entre eux il y a quelques jours qui disait oui mais je reconnais que nous avons passé le temps à le faire passer pour un agent du régime. Nous le faisions parce qu'il nous dérangeait, il fallait l'éliminer, donc on a manipulé l'opinion. Mais en fait ce n'est pas lui la cible. Et celui-là, lui, il fustigeait le tout sauf Cabral. Et il disait mais c'est pas possible. Ben, lui, on a voulu le détruire justement parce qu'on ne voulait pas de celui au profit de qui on a fait croire qu'il travaillait. Mais maintenant, on ne peut pas l'accabler, le tuer, lui. On fait le contraire de ce qu'on disait. Donc ça, c'est une réalité aussi dont il faut tenir compte. Moi, je suis patient aussi. C'est quelque chose qui me caractérise. Je fais partie de cette catégorie d'êtres humains qui, lorsqu'ils sont convaincus que ce qui est dit d'eux est faux, ils restent patients. Et puis, quand malgré tout ça, ils avancent, ils se disent, et c'est vraiment mon cas, souvent je regarde tout ce que je traverse, toutes les épreuves que notre dynamique traverse, et je rends grâce à Dieu. Et une fois que j'ai rendu grâce à Dieu, je me dis, pourquoi en tant qu'être humain, je devrais être rancunier? Pourquoi en tant qu'être humain,
je devrais en vouloir. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop patient, Camara Libye? Sur le passage, vous perdez un ou deux maires, vous perdez des membres assez importants, entre guillemets, du parti, qui retrouvent des rangs de notre formation politique, et on ne vous sent pas remonter particulièrement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop patient dans un monde où la politique semble demander un peu de force, un peu, j'allais dire, un peu de violence positive? Vous savez, je suis comme un homme qui est posté à une porte et qui compte le nombre de ceux qui sortent et le nombre de ceux qui entrent. Lorsque le nombre de ceux qui entrent est de loin supérieur à celui de ceux qui sortent, oui, vous vous doutez que mon attention est portée vers le nombre, vers ceux qui entrent, pas crier à la trahison. Et l'encadrement de ceux qui sortent, et à l'encadrement de ceux qui entrent. Non, je ne veux pas crier à la trahison. Vous savez, si, supposons que j'avais eu l'occasion de détruire ce jeune qui s'est repenti à Bafoussam, ben, qui se serait alors repenti? Voilà. Donc, il faut, lorsque les gens se méprennent, parce que de tous ceux qui nous attaquent, il y en a qui le font de bonne foi. Parce qu'ils prennent ceux qui leur donnent de fausses informations et ceux qui leur manipulent au sérieux. Et le jour où ils se rendent compte qu'ils ont été manipulés, ils s'émancipent, ils s'affranchissent. Et il faut leur laisser la possibilité de se repentir. Donc, jamais je n'en voudrais à ceux qui s'en vont et qui essayent de nous détruire en s'en allant. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont nombreux. Certains, mais qui m'ont insulté comme vous n'avez pas idée, et qui aujourd'hui me disent, nous revenons. Et je me dis, mais moi, j'ai jamais de souci avec cela. Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est le challenge qui est important. Oui. C'est vers quoi nous allons qui est le plus important. Et je suis de ceux qui pensent, M. Jean-Jacques Zé, que souvent, les grandes destinées ne s'accomplissent qu'au prix de grandes épreuves. Tout cela, c'est peut-être des tests que Dieu me fait, ou nous fait. Et puis, puisque je n'arrête de parler de Dieu, j'aime toujours prendre cet exemple biblique de Jésus-Christ. Et je l'ai repris dans une interview accordée à un de vos confrères il n'y a pas longtemps. Je disais, voilà, ce monsieur, le Christ, il transformait l'eau en vin, il guérissait les malades, ressuscitait les morts, multipliait des pains, des poissons. Mais lorsqu'il a été crucifié, avant sa crucifixion, enfin, avant son assassinat, il a été passé au jugement devant le peuple. Le peuple, bénéficiaire de toutes ces actions que je viens d'énumérer. Et le comble, c'est qu'à côté de lui, il y avait un vrai criminel, un vrai bandit. Barabbas. Nommé Barabbas. Et lorsqu'on a demandé au peuple, ce sont les écrits bibliques, lequel des deux préférez-vous laisser en vie? Vous connaissez le choix du peuple. Oui, ils ont crié Barabbas. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce peuple-là, dont on parle, a été manipulé. Ce peuple-là a peut-être été contraint. Ce peuple-là a peut-être été intimidé. Ce peuple-là a peut-être été choisi à dessein. Et vous savez, cette mise en scène-là, puisque ça n'est une, je le crois, je n'étais pas là quand ça se passait, mais c'est mon analyse, existe toujours. Vous savez, aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux pour ce type de choses. On utilise des chaînes de télévision pour ce type de choses. On peut vous faire passer pour un assassin. De vrais assassins, on les blanchit, et vous, on vous fait passer pour de vrais assassins. Parce que une des choses qui intrigue, par exemple, c'est que souvent ceux qui vous accusent, mais ils sont pas, c'est une poignée, hein, mais c'est juste amusant quand même. Souvent ceux qui vous accusent d'être au service du régime sont eux-mêmes de fervents supporters de ceux qui ont servi le régime. C'est quand même paradoxal. Alors vous vous dites, il y a forcément un truc qui ne tourne pas rond. Parce que ces gens ne peuvent pas avoir un problème avec ceux qui servent le régime. Sinon, ils ne seraient pas derrière ceux qui ont servi le régime. Moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, ce n'est pas ça le souci. C'est que soit on veut faire oublier celui qu'on supporte en désignant donc quelqu'un d'autre d'avoir fait ce que a fait celui qu'on supporte, ou alors on est simplement méchant. On veut détruire l'autre. Mais je vous le dis encore, je suis de ceux qui pensent que ce dont j'ai été victime, et c'est pour ça que je vous prenais l'exemple de la figure biblique, c'est juste mon parcours et mes origines. N'étant pas le fils d'eux, n'étant pas issu de telle grande famille, n'ayant pas de parrain, j'étais un problème. Donc à la question, qui est derrière lui? Quand on ne trouve pas de réponse, mais on en fabrique une.
à la question on a fabriqué comment fait-il? On a fabriqué derrière Kaba Lubi, entre guillemets, fabriqué le ministre Atamandi. On a même dit que c'est lui qui a créé le parti, où il a fait cadeau d'un parti politique qu'il allait chercher quelque part là-bas. Vous avez passé du temps à répondre, à expliquer ce qui s'est passé, mais je voudrais qu'on avance. Non, mais là encore, c'est pas qu'on a dit. Je crois que lui-même l'a dit dans une émission récente d'une chaîne concurrente à la vôtre. J'ai d'ailleurs dû envoyer le droit de réponse, qui heureusement a été lu 2 semaines ou 3 semaines plus tard. Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand votre parcours, bien que fulgurant, ne répond pas au code auquel les gens sont habitués, lorsque votre parcours sort des sentiers battus, vous êtes un problème. Vous êtes un cas de conscience. Souvenez-vous d'une chose simple et extraordinaire que nous avons faite en 2018. Celle qui consistait à lever des fonds, simplement en demandant. On n'inventait pas la roue. Dans tous les grands pays du monde, en Occident, les hommes politiques sont soutenus financièrement par leurs supporters. Dans notre pays, on avait construit une idée selon laquelle, pour faire la politique, il fallait être soi-même milliardaire d'abord. Bon, enfin, moi, je suis arrivé, j'ai dit non, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas fils d'eux, je ne viens pas de tel caste ou quoi encore, mais j'ai des idées. Je suis armé de ma volonté, de mon enthousiasme, de mes idées. Aidez-moi. Et les gens m'ont aidé avec preuve à l'appui. C'est-à-dire que à vos confrères, je donnais les relevés. Mais nonobstant tout cela, il y a des gens qui ont dit c'est trop beau pour être vrai. C'est forcément faux. Et je le dis à tous ceux des jeunes Camerounais qui vont suivre ma voie. Sachez que lorsque vous ne rentrez pas dans les cases que les gens ont construites, vous allez être victime du reste à ta place. C'est-à-dire qu'on va vous contraindre à disparaître parce qu'on ne vous contrôle pas, parce qu'on ne vous connaît pas. Mais moi, je vous dis, Jean-Jacques Zé, que ce qui me contrôle, c'est ma volonté de servir mon peuple. C'est ma volonté d'apporter du soulagement et des solutions à mon peuple. C'est ce qui me contrôle. Tout le reste, par la grâce de Dieu, je le vaincrai. Alors, en 1 ou 2 mots, le parti ne vous a pas été donné cadeau, comme on dit au quartier, par le ministre Tongandi. Non, le parti m'a été donné cadeau par ses pères fondateurs. L'histoire est bien connue. Les vidéos sont là. Les audios sont là. Tous les faits sont là. Il y a eu un congrès à Guidigis. Il y a eu par la suite un autre que j'ai convoqué à Ngaoundéré. Celui de Kribé a été interdit. Celui de Kola Famba vient d'avoir lieu. Et lorsque l'un des pères fondateurs a été retourné par ceux qui créent toutes ces histoires-là, heureusement les 2 autres, toujours là, sont montés au créneau pour dire, mais n'exagérez pas quand même. Nous étions 3 dans l'affaire. Alors, que voulez-vous, M. Jean-Jacques Zé? Une histoire qui a été créée par 3 personnes d'un certain âge. Hein. Je rappelle qu'ils sont tous âgés de plus de 70 ans. Alors, l'un d'entre eux dit une chose. Les 2 autres disent autre chose. À votre avis, laquelle des 2 versions est la plus crédible? Évidemment, celle qui est tenue par ceux qui sont les plus nombreux, c'est-à-dire les 2 autres. Mais vous avez des gens qui choisissent de nous prendre pour contents et pour vrai que la version fausseté, dont la preuve a été apportée à 7 reprises par des magistrats, par la justice, mais il y en a qui décident de ne croire qu'à cette version. Maintenant, que voulez-vous qu'on fasse? Nous pensons que les choses sont suffisamment claires et comme vous venez de le dire, avançons. Et d'ailleurs, je vais vous surprendre encore ici en vous disant que même le papa, le père fondateur, qui a été retourné ou détourné, nos portes et nos bras lui reste totalement ouvert. Si Robert Kona revient demain, vous l'accueillez? Mais absolument. Absolument. Ah, d'accord. Face donc parce que nous, on n'oubliera jamais que par sa sollicitude, nous avons pu avancer jusque là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, M. Jean-Jacques Zé, il faut toujours garder le meilleur. Il faut toujours garder le meilleur. Ce qu'il a fait ne gomme absolument pas ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est-à-dire d'avoir accepté avec les 2 autres de nous donner la possibilité, parce que je présume, non pas que je présume, je vous rappelle, que ceux qui vous disent qu'ils nous ont donné un parti, ils n'ont pas légalisé votre parti. Ils oublient de vous dire que s'ils voulaient absolument nous donner un parti politique, ils n'avaient qu'à légaliser le parti que nous avons déposé, qui n'a aucun problème, je rappelle, jusqu'aujourd'hui. Aucun problème. Même pas pour le seul courrier, oui. Le courrier, on avait reçu un courrier, vous savez, l'administration elle est écrite. Le seul courrier que nous avons reçu de l'administration territoriale concernant le parti politique dénommé Les Citoyens, c'était un courrier où on demandait à ceux qui en sont les dirigeants de passer au premier ministère, de passer au ministère de l'administration territoriale pour compléter le dossier.
Une fois que ce courrier est arrivé, les intéressés y sont allés, je les ai accompagnés. Lorsque nous sommes arrivés au service des partis politiques, on nous a orientés vers la direction des partis politiques et on nous a donné une réponse toute simple. En fait, votre dossier est totalement complet. Il est même déjà au cabinet du ministre. Toutefois, il nous a été demandé de vous identifier physiquement. Donc maintenant que vous êtes venu physiquement et qu'on vous a vu, on dresse le rapport et votre affaire devrait logiquement sortir d'ici peu. Mais pas un problème de dénomination du parti. On nous a fait croire que c'est le nom Les Citoyens qui faisait problème, parce qu'il y avait déjà les partis politiques qui auraient le même nom, il fallait le changer. C'est ce que l'opinion a reçu comme information, entre guillemets. Bon, c'est vrai que l'opinion ne peut pas toujours faire attention aux informations qui lui arrivent. Mais heureusement, nous sommes là pour donner la vraie et bonne version. S'il y avait un parti politique au Cameroun qui s'appelait Les Citoyens, ça se saurait, Monsieur Jean-Jacques Zé. Donc, il suffit, même à l'heure où je vous parle, de rentrer dans le site internet du ministère de l'administration territoriale. Vous avez la liste de tous les partis politiques légaux au Cameroun. Si vous en trouvez un seul qui s'appelle Les Citoyens, on en parle. Donc, à partir du moment où ça n'existe pas dans ce fichier, je doute que cette version vous vienne du ministère de l'administration territoriale. Et de toute façon, je vous ai dit, si ce ministère voulait nous donner une information comme celle-là, ça aurait donc figuré dans le courrier que nous avons reçu. Et une fois arrivé dans ce ministère, on ne nous aurait pas dit qu'on voulait juste vous identifier physiquement. On nous aurait dit que vous devez changer le nom de votre parti politique, ce qui n'a pas été le cas. Donc, des partis politiques ont été légalisés après le vôtre. Hein. Il y a des vagues de partis politiques. Il y en a qui ont été légalisés après 2 ou 3 jours. Simplement. Alors, je veux juste dire que s'il y avait une relation de copinage, il y a des partis politiques là-bas qui ont été légalisés en 24 heures. Mais s'il y avait une relation de copinage, on nous aurait fait la même chose. Je rappelle que vous avez évoqué tout à l'heure des élus démissionnaires du PCRN. Ils ont obtenu leur parti politique, m'a-t-on dit, en 1 nuit. Donc, en fait, juste le temps d'entrer au ministère et de le ressortir avec. Ce qui est tout à fait légal, ce qui est tout à fait normal, nous n'avons rien contre cela. Mais c'est ça donc le copinage. C'est-à-dire que quand vous êtes le copain du ministre, il vous signe un parti politique au détour d'une causerie. Ce qui n'a pas été le cas pour nous. Donc on est quand même un drôle de copain, mais vraiment moi je n'ai que des problèmes moi. Même mon type de copinage est toujours spécial. Ça c'est compliqué. Allez, on va franchir la première demi-heure de notre entretien. Juste après cette lecture de quelques messages, on va parler de la présidentielle qui s'approche. On prend quelques messages, on verra lesquels feront objet de vos réponses. Bonsoir au plateau et à tous les téléspectateurs d'Info TV. Je suis Brian Robson, citoyen camerounais intéressé par la politique et j'aimerais savoir comment être sûr que M. Libi n'est pas le pion du pouvoir en place. Je crois qu'on vient d'aborder la question avec des exemples précis. Mais la réponse, c'est juste de lui dire de regarder la rediff. Alors, bonsoir. Que dit Cabral Libi par rapport aux revendications des enseignants OTS? Là, c'est la deuxième partie du programme qui va concerner justement la marche vers l'élection présidentielle. Monsieur Cabral Libi, je suis Aaron, étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Je vous apporte tout mon soutien pour cette élection présidentielle. Votre courage et votre vision donnent espoir à toute une génération. J'aimerais beaucoup pouvoir entrer en contact avec vous ou votre équipe pour contribuer à ce combat pour notre pays. Aaron, on vous mettra en contact avec les équipes du PCRN. On va vous jouer les facilitateurs là-dessus. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Bonsoir honorable président candidat à la présidentielle 2025. Monsieur le président, depuis que j'ai commencé à vous suivre, j'ai été séduit par votre ténacité et votre exemplarité dévouée. Bravo pour ce combat que vous ne faites que gagner face à vos multiples défis. Que Dieu vous protège contre toute attaque et vous bénisse. Amen. À mon avis, le peuple gagnerait à suivre votre programme politique au lieu de vous proférer des invectives. Bonne chance à cette élection et que Dieu vous accompagne jusqu'à la victoire au soir du 12 octobre prochain. Paul, depuis Yaoundé. Amen. Alors, est-ce qu'on va avoir des questions finalement? Cabral, vous avez fait une alliance pour le changement de la nation camerounaise. C'est un point d'interrogation, car en 2018, j'ai voté pour vous, mais j'ai été déçu, car j'espère que vous êtes pour le changement et non un pion du parti au pouvoir. Il a voté pour vous. On parlera des alliances tout à l'heure. Bonsoir à vous sur le plateau. Ma question s'adresse à M. Cabral Libi, qui est un grand leader politique de l'opposition. Est-il prêt
pour une coalition où il ne sera pas tête de liste. Sera-t-il découragé si M. Bello et M. Tiroma font coalition? Quel est votre avis par rapport à l'audience accordée au chef traditionnel au Palais de l'Unité? Savez-vous que le peuple vous admire par rapport à votre courage, M. Libi? Je suis Nadine Mbousnoum depuis Douala, et comme ça vient d'une dame, on va commencer par répondre à ces différentes questions-là qui concernent la coalition, qui concernent votre regard sur l'alliement à cette course-là de Bello Bamaïgari ou Satiroma Bakari. Alors, est-ce que vous êtes prêt à être dans une coalition sans être forcément la tête de cette coalition-là? Avant d'arriver à cela, permettez-moi de réagir à une de ces affirmations que je trouve toujours absconse. Alors, un citoyen dit, je vous ai voté en 2018, je l'en remercie, mais j'ai été dessus. C'est vrai qu'il n'a pas dit exactement pourquoi. Ben c'est ça. C'est ce que j'appelle affirmation absconse, qui sont faites dans le seul but de nourrir, mais c'est subliminal, hein, mais de nourrir l'idée que j'ai fait quelque chose par la suite. Et que cette chose-là serait donc de nature à provoquer la déception. Oui. Mais sauf qu'on ne nomme jamais la chose en question. C'est une stratégie qui est d'une intelligence devant laquelle moi je m'incline. Hein. Si vous m'avez voté en 2018, ça veut dire que mon projet, le projet que je portais, vous a séduit. Voici exactement les choses que j'ai faites depuis 2018. Et j'aimerais quand même que l'on me dise dans ces choses laquelle est mauvaise. Oui. Après 2018, j'ai créé un parti politique qui n'a pas été légalisé. Peut-être que c'est ça qu'il a dessus. Puis par la suite, je me suis battu à devenir le président d'un autre parti politique, le PCRN, c'est peut-être ça qu'il a dessus. Par la suite, j'ai conduit ce parti, le PCRN, aux élections législatives et municipales. Nous en sortons avec 5 députés, 7 maires, 210 conseillers municipaux. C'est peut-être ce qu'il a dessus. Depuis que je suis à l'Assemblée nationale, s'il y a une chose que j'ai faite, c'est de respecter l'engagement que j'ai pris de placer ce mandat sous le signe de l'épuisement au travail. Nous avons adressé toutes sortes de questions. Nous avons introduit des propositions de résolution d'enquête parlementaire sur la question des enseignants. Tiens, on en a parlé tout à l'heure, sur les grands scandales. Nous n'avons fait que ça. Nous avons fait des vidéos démonstratives et dénonciatrices. Ah, souvenez-vous de la vidéo sur le fer de Kribi, de la vidéo sur le carburant, de la vidéo sur les infrastructures sportives. Nous n'avons fait que ça. Et à côté de ça, nous avons été sur le terrain, parce que conscients de ce qu'une élection présidentielle s'en venait, conscients également des insuffisances qui étaient les nôtres en termes de maillage territorial, nous avons été sur le terrain. Nos maires, dans les communes, n'ont fait que des choses extraordinaires. Achat des engins, construction des puits et tout ce que vous voulez, réfection des routes. Récemment, à notre congrès, on a fait une petite vidéo de 15 minutes des réalisations de nos élus. Je vous dis ça comme ça. Le professeur Alice Delphine Tang, qui est aujourd'hui vice-présidente du PCRN et mon ancienne boss d'ailleurs à l'université de Yaoundé 2, elle a été ma patronne comme secrétaire générale, était assise à côté de moi, elle s'est mise à pleurer. Et je lui dis, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais mon fils, vous n'avez même pas idée de ce que vous avez réussi à faire, aussi peu nombreux que vous soyez. Est-ce que c'est ça qui l'a énervé? Est-ce que tout ce que je viens d'énumérer là est de nature à énerver quelqu'un qui m'a voté en 2018? Mais non, bien au contraire. Le nombre de militants n'a eu de cesse d'augmenter. Ça veut dire que les gens sont plutôt enchantés par ce que nous faisons. Le parti aujourd'hui, on en fait parfois la démonstration lors des défilés du 11 février et du 20 mai, est de plus en plus implanté du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je rappelle que le PCRN est le seul parti politique en dehors du parti au pouvoir à avoir des élus. Je ne dis pas des élus nommés, mais des élus élus. Et dans la partie septentrionale du pays et dans la partie méridionale du pays. Ça, est-ce que c'est ça qui a énervé cet électeur? Donc vous entendrez ça tout le temps. J'ai été déçu, j'ai été déçu. Moi, je voudrais savoir en quoi, dans ce que je viens de faire là, a été... À l'Assemblée d'ailleurs, je me suis tellement battu, vous vous souvenez du jour où... Enfin, j'en avais marre de ce qu'on piétine la loi. J'ai été de ceux qui ont déposé le micro au sol et qui ont dit que le Premier ministre ne devait pas prendre la parole. D'ailleurs, par la suite, on m'a dit que parce que j'avais manqué de respect au Premier ministre, c'est pour ça qu'on avait décidé de me punir et de faire en sorte que je ne puisse plus jamais avoir de parti. J'ai entendu un tas de choses. Est-ce que c'est ça qui l'a énervé? Peut-être. Non.
Ce n'est pas ça. Ce qui se passe tout simplement, c'est que un certain nombre de personnes, d'ailleurs certains disent qu'ils m'ont voté alors que ce n'était pas le cas, mais ils le disent aussi pour manipuler, parce qu'il faut bien légitimer l'ineptie qu'on va raconter après. Mais beaucoup de gens tout simplement m'attendaient peut-être là où je ne suis pas allé, ont fait leur choix, et ont estimé qu'ils devaient me contraindre de les suivre dans leur choix. Ben écoutez, je vais vous dire, certains d'entre eux, de ceux qui répandent de ces choses, m'ont reproché simplement d'être allé aux élections législatives et municipales. C'est de cela qu'il s'agit aussi. Ben, il y en a qui le disent, parce que leur déception, mais moi je vous dis... Vous voulez faire comme quelqu'un d'autre, comme d'autres leaders de l'opposition qui ont... Moi je vous parle de quelque chose d'objectif. Oui. Il y en a qui estiment que je n'aurais pas dû aller aux élections législatives et municipales. Mais c'est là aussi que l'on juge du leadership et de la clairvoyance du leadership. L'une des raisons principales pour lesquelles je suis allé aux élections législatives et municipales, c'est parce que je ne voulais plus vivre ce que j'avais vécu en 2018. Il fallait que nous ayons un parti politique avec des élus pour être en capacité d'investir un candidat à l'élection de 2025. Et, attention, lorsque nous sommes en 2018-2019, en théorie, les élections législatives et municipales doivent avoir lieu avant la présidentielle. Mais lorsqu'on est un tant soit peu cultivé de ce qui se passe au Cameroun, nous savons que ce soit en 2004, en 2011 ou en 2018, chaque fois que les élections locales et l'élection présidentielle tombaient la même année, systématiquement, les élections locales étaient différées. Donc on a fait ce calcul, mais il était tout bête. On s'est dit, ah, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se batte, parce qu'on n'aura pas une autre possibilité d'aller chercher des élus avant l'élection présidentielle. Mais si ceux-là donc estiment que je n'aurais pas dû aller aux élections législatives et municipales, parce que certains leaders politiques avaient dit que ceux qui y sont allés étaient justement des satellites du régime, où aurais-je amené les dizaines de milliers de militants du PCRN aujourd'hui? Non. Je pense que ce type de leadership politique est plutôt à féliciter. Moi, je ne juge personne, je ne condamne personne. Je parle de moi et de la direction que je donne au PCRN. D'accord, vous avez répondu donc à ce téléspectateur. Maintenant, sur la question des coalitions, quelle est votre position finalement, Cabra Libby? On ne vous a pas vu à Fumban, on ne vous voit pas beaucoup avec d'autres initiatives qui se forment. Est-ce que vous repoussez l'idée d'une coalition? Et si jamais vous acceptez la coalition, accepteriez-vous ne pas être la tête de proue de cette coalition? Alors, la formulation de votre question est sujette à caution, parce que quand vous dites quelle est finalement votre position, on veut la connaître, votre position. Cela laisse monter une petite musique comme quoi il y aurait une ambiguïté sur ma position. Non. L'une des choses... On a comme l'impression que c'est une ambiguïté. On peut me reprocher un tas de choses, M. Jean-Jacques Zé. Mais l'une des choses qui caractérise mon leadership politique, c'est la constance et la cohérence. Moi, je ne suis pas de ces leaders politiques qui vont vous dire une chose lundi et vous diront une autre mercredi. Si c'était le cas, ça se saurait. Parce que toutes mes déclarations publiques restent. Donc, vous pouvez les consulter après. Notre position sur la coalition, on l'a exprimée publiquement au moins. Disons, prenons deux séquences. Lorsque nous avons adhéré à l'ATP du professeur Olivier Billet, n'était-ce pas là une démonstration de notre disposition à mutualiser avec les autres? J'ai envie de dire, que voulez-vous de plus? Lorsque nous avons reçu le courrier de notre collègue Jean-Michel Nietzsche de l'APC, qui nous demandait d'aller nous aligner derrière le candidat qui avait déjà été choisi par l'APC. Quelle est la réponse que mon vice-président, Maître René Roger Bébé, leur avait donnée à l'époque? C'était que notre approche de la mutualisation, c'était le respect des autres. C'était que nous nous asseyons, nous tombons d'accord sur une offre politique commune, puis, et on va certainement en parler tout à l'heure, une stratégie commune de surveillance du vote. Vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques jours, nous avons fait une vidéo sur cette question, puis la définition des critères objectifs de choix de l'un d'entre nous pour porter la dynamique. Nous l'avons toujours dit, et rien n'a changé. Ce qui est vrai, c'est que nous, au PCRN, nous n'avons jusqu'ici entrepris aucune initiative de mutualisation. C'est-à-dire, nous, on n'a pas adressé encore de courrier à qui que ce soit lui disant
Venez, on se retrouve. C'est interprète comme un refus. Mais non. En revanche, chaque fois que nous avons reçu des invitations, ça a été le cas pour l'ATP, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous y sommes allés. Lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous disons également que nous ne sommes pas d'accord et nous le disons très clairement. Vous avez évoqué le cas de Fumban. Lorsque la réunion de Fumban a eu lieu, nous avons reçu l'invitation en tant que pré-candidat. C'est écrit sur la lettre d'invitation que Madame la Présidente de l'UDC nous a envoyé en tant que pré-candidat. Pourquoi pré-candidat? Parce que nous étions au Conseil constitutionnel. Donc, pendant que, d'ailleurs je ne suis pas sûr que vous ayez vu là-bas un autre candidat qui était au Conseil constitutionnel. Donc évidemment que pendant que vous vous battez pour sauver votre candidature, vous n'allez pas vous asseoir avec ceux dont les candidatures n'ont aucun problème. Nous n'y sommes pas allés donc évidemment. Lorsque nous avons reçu la deuxième invitation pour aller assurer le suivi de ce qui avait été décidé à Fumban, nous avons dit à Madame la Présidente Tomaïno Ndamdjoya, c'est écrit, donc le jour où vous la verrez, elle vous montrera ses écrits. Madame la Présidente, n'ayant pas été à la réunion de Fumban où des choses ont été décidées, nous ne pouvons pas nous mettre simplement dans le suivi des choses auxquelles nous n'avons pas participé au départ. Tout ce que nous vous demandons, c'est que dès que votre agenda le permet, puisque vous en êtes l'initiatrice, accordez-nous une audience, nous en discutons de vive voix, nous rendrons compte à notre base militante et nous nous concerterons sur la suite que nous donnons à l'affaire. Cela ne lui a pas posé problème. D'ailleurs, elle m'a répondu en me remerciant de la peine que j'avais prise pour lui écrire et m'a promis que dès que l'agenda le permettrait, nous nous reverrions. Sur le cas du groupe de Douala, nous avons participé aux réunions du groupe de Douala, réunions téléphoniques notamment. Un appel téléphonique et de M. Ekania Nisse et de M. Cyril Sambaka. Ils m'ont demandé dans cet appel téléphonique comment est-ce que je voyais la coalition. Je leur ai dit que j'étais totalement partant et je leur ai repris ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que nous concevons la coalition en 3 étapes. Nul besoin de revenir là-dessus. Ils m'ont remercié de ma disposition à travailler avec le groupe de Douala. Puis, un matin, nous avons appris que le groupe de Douala avait déjà choisi son candidat, sans que nous ayons été appelés à une quelconque autre réunion. Mais ce sont les gens qui sont dans ces groupes-là, qui tout de suite après montent au créneau et désinforment l'opinion. Maintenant, moi je vais vous dire, M. Jean-Jacques Zé, allez-y. Nous ne nous sommes pas battus en justice, nous ne nous sommes pas battus à écrire des projets de société, nous ne nous sommes pas battus à installer le parti autant que nous avons pu, parce qu'on courait après une coalition. Je le dis très clairement. C'est-à-dire que lorsque nous nous réveillons le matin, lorsque nous nous retrouvons comme ça a été le cas aujourd'hui, jour férié, peut-être même que mon visage le laisse voir, nous avons passé tout l'après-midi en réunion. J'avais une réunion que j'ai d'ailleurs faite en anglais, et c'est là que j'ai compris que mon anglais commence vraiment à prendre son envol. Mais oui, mais parce que c'était une de mes insuffisances, mais je dis, la réunion, je l'ai tenue avec tous mes cadres, et du nord-ouest et du sud-ouest, et puis il y avait d'autres réunions. Lorsque nous les faisons, l'objet de nos réunions, ce n'est pas coalition. Donc, il faut arrêter de penser qu'un parti politique, dont nous travaillons depuis 7 ans, parce que nous attendons des coalitions ou une coalition. Non. Nous travaillons pour nous donner les moyens de gagner une élection présidentielle. Et je vous dis, M. Jean-Jacques Zé, arrêtez d'écouter ceux qui vous disent. C'est ce que nous appelons l'impuissance apprise. La mutualisation, elle est importante. Elle augmente les chances de victoire, c'est évident. C'est vieux comme le monde. Il y a même un vieux dicton qui dit que l'union fait la force. Ce dicton n'a pas attendu 2025 pour exister. C'est évident. Cela vaut pour les êtres humains, même pour les insectes, même pour les serpents. Quand ils se mettent ensemble, ils sont forcément plus forts. Donc, c'est évident que lorsqu'on se met ensemble, on se donne des chances de gagner, surtout lorsqu'on a en face de soi un adversaire d'envergure, comme c'est le cas d'un parti politique sortant qui exerce le pouvoir depuis plus de 40 ans. Mais il y a des réserves. Mais non, il n'y a pas de réserve. En attendant que ça se produise, on travaille. On travaille. Parce qu'il peut arriver aussi que ça ne se produise pas. Je rappelle que nous n'allons pas à la première élection présidentielle au Cameroun. Je rappelle même que des coalitions ont déjà perdu des élections au Cameroun. Et peut-être même à chaque élection présidentielle. Voilà. Donc on peut même les questionner si on veut, mais ça c'est le travail des politologues dans des universités.
nous devons simplement tirer les leçons de ce qui s'est fait par le passé pour améliorer. Donc, nous sommes disposés. J'espère que je suis très clair. C'est clair. Et que la prochaine fois, vous allez me recevoir la question du réalisateur. Que c'est ambigu ou abscon. Voilà, vous répondez directement à la question du réalisateur. Monsieur, ça veut dire Jean-Jacques, oui. Le PCRN est ouvert à la mutualisation. Et chaque fois que nous avons été appelés, nous y sommes allés. Mais il y a même, vous savez, c'est même une façon d'insulter notre intelligence. Un parti politique qui entend le peuple, qui écoute le peuple. Aujourd'hui au Cameroun, moi je ne vous compte pas le nombre de messages que je reçois ou des gens que je rencontre dans la rue qui me disent de grâce, mettez-vous ensemble, coalisez, mutualisez. Mais il faut être absurde pour aller contre la volonté du peuple. Donc, la sagesse voudrait même que, même si c'est pour faire semblant, que partout où on se rassemble pour parler de coalition, qu'on y soit. Ne serait-ce que pour ne pas être accusé, justement. Puisque s'il ne s'agit que de ça. Mais justement pour nous, l'objectif n'est pas de d'entrer dans un emballement juste pour ne pas être accusé de ci ou de ça. Nous croyons à la méthode, nous croyons au sérieux. Et c'est notre approche. Donc, nous sommes ouverts. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, nous-mêmes, nous allons adresser des courriers. On a même commencé à le faire. Nous allons adresser des courriers aux autres candidats, leur faisant une offre de mutualisation dans la surveillance du vote. Ce qui, pour nous d'ailleurs, est prioritaire. Avant la surveillance du vote, vous êtes pour la coalition, la mutualisation des forces de l'opposition. Cette mutualisation sans Cabral Libye comme tête de proue, est-ce que ça peut passer? Parce que vous venez quand même de nous dire que depuis 7 ans vous travaillez d'ailleurs beaucoup, on peut en témoigner, mais est-ce que vous mettrez de côté tout cela s'il s'avère qu'à l'issue des concertations qu'on propose quelqu'un d'autre? Mais monsieur Jean-Jacques Zé, qu'est-ce que ce travail vaut devant la volonté du peuple? Qu'est-ce que ce travail vaut devant l'impératif de changement? Ce travail ne participe qu'à une chose, le changement, l'alternance. Alors, si on n'est pas candidat, oui, mais ce travail servira aux candidats au service de qui nous nous mettrons. Donc, pour nous, la question ne se pose même pas, absolument pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous devrions nous mettre avec d'autres candidats pour mutualiser, cela pour nous ne voudrait pas dire que le travail que nous avons effectué est perdu, loin s'en faut. Ce travail, nous le mettrions plutôt au service du candidat choisi. Mais il faut bien intégrer que lorsque nous irons à une quelconque mutualisation, toutes les hypothèses sont valables. C'est-à-dire l'hypothèse que nous-mêmes, nous nous mettions au service, même pas au service, en réalité, lorsqu'on coalise, M. Jean-Jacques Zé, celui qui est choisi pour être à la tête de la coalition est un premier parmi ses pairs. Comme disent les latins, un primus inter pares. Donc cela pourrait être quelqu'un d'autre, cela pourrait donc être également nous-mêmes. Donc nous voyons surtout pas l'affaire dans ce sens-là. Et nous, lorsque nous sommes en réunion au PCRN, nous travaillons pour le changement, nous travaillons pour l'alternance, nous travaillons pour apporter des solutions. Puisque dans le cadre d'un projet commun, toutes ces solutions qui figurent, y compris dans notre ouvrage, nous ferons partie du package du projet commun qui serait, le cas échéant, élaboré. Donc pour nous, la question ne se pose même pas à ces termes. Alors, ceux qui parlent de changement aujourd'hui, le nombre est un peu augmenté dans les rangs de l'opposition, qui a vu arriver ou retourner dans cette opposition la Belouba Maïgari, Issa Tiroma Bakari. C'est un peu le deuxième volet, la question du téléspectateur tout à l'heure. Vous les inscrivez où? Vous les accueillez à bras ouverts pour dire que venez nous renforcer pour qu'ensemble nous obtenions ce changement. Ils sont des atouts pour l'opposition? Écoutez, l'un, vous avez cité deux noms. Belouba Maïgari. L'un, lui, oui. Il accompagne le président Biya, je crois, depuis 1997. Donc ça fera bientôt 30 ans. De façon formelle, avec l'alliance qui a été formellement signée. C'est bien de ça que je parle. Oui. L'autre, Monsieur Issa Tiroma Bakari, que je connais bien, parce que lorsque j'étais journaliste, souvent j'étais appelé à l'interviewer dans le cadre des communications gouvernementales. Donc, lui aussi, il a accompagné le président Biya, je crois, pendant près de 25 ans. Oui. D'ailleurs, lui, il affirmait même qu'il l'accompagnerait jusqu'à sa mort. Maintenant, que ces deux personnalités-là, qui ont, par leur accompagnement, maintenu le président Biya au pouvoir durant tout ce temps, qui l'ont même renforcé, reconnaissons-le aussi,
Qu'ils décident maintenant de le combattre, c'est un choix que moi j'applaudis dès demain. Et en sortant de là, ils sortent d'ailleurs avec un avantage. C'est que comme eux, ils savent ce qu'ils faisaient pour le maintenir, ils savent ce qu'ils faisaient pour le renforcer, ils savent ce qu'ils faisaient pour le rendre aussi indéboulonnable, ils ont certainement par devers eux les petits secrets pour faire arriver le contraire. Donc, qu'ils soient eux-mêmes candidats ou pas, ils sont forcément par l'expérience de conservation du pouvoir qu'ils ont, ils savent certainement ce qu'il faut faire pour détricoter ce pouvoir. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est des personnages dont l'arrivée dans l'opposition est forcément une bonne chose. Vous ne redoutez pas cette arrivée-là? Vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas le visage de la rupture, que ça pourrait être une sorte de continuité? Alors, une fois que j'ai dit qu'ils viennent avec cet avantage, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever. C'est le doute qui va toujours entourer leur présence dans l'opposition. Parce qu'il faut bien savoir que, je crois, pour l'un d'entre eux au moins, d'ailleurs pour les deux, parce que les deux ont déjà été opposants. Ce qui est bien, ce qui caractérise leur parcours, c'est que ils ont été, pour le président Bello par exemple, il a été, je crois, Premier ministre. Il a été Premier ministre. Sous Amadou Ahidjo. Il a été Premier ministre. Sous Paul Biya aussi. Il a été même, je crois, le premier ministre du président Biya. Puis, il est rentré dans l'opposition. Il a été notamment candidat à l'élection présidentielle de 1992, je crois, et a obtenu d'ailleurs près de 20% des suffrages. Et là encore, il y a une expérience qu'il a en devers lui. Parce qu'on parlait tout à l'heure de mutualisation. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes disent que s'il avait accepté de mutualiser en 1992 avec le candidat John Frundi, les 20% qu'il a obtenus, mélangés aux 36% qu'avait obtenu John Frundi, aurait pu faire basculer les choses. Donc lui, il sait trop bien, par expérience, ce qui peut arriver lorsqu'on ne mutualise pas. Donc nous, on apprend forcément aussi de ça. Puis, après avoir été candidat à l'élection présidentielle, en 1997, il a rebroussé chemin, il a décidé de travailler pour le pouvoir. Si on prend le deuxième, le président Issa Chiroma Bakari, il a été lui-même opposant, mais farouche opposant, puis membre du gouvernement, puis à nouveau farouche opposant. Et là, les souvenirs sont beaucoup plus récents pour moi, parce que là, on est dans les 2004 et autres. D'ailleurs, pour le cas spécifique de M. Issa Chiroma Bakari, moi je suis marqué par deux choses. C'est-à-dire, dans les deux cas, il le fait avec passion. C'est-à-dire que lorsqu'il est opposant, il a souvent été un opposant d'un niveau très peu égalé. Et lorsqu'il décide de servir le régime, ben, il le fait comme ceux qui servent même ce régime et qui l'ont fondé n'ont pas pu le faire. Donc, ce qui caractérise aussi leur trajectoire, c'est ça. C'est des allées et venues. Et souvent, je parle du doute qui peut entourer leur démarche. C'est que souvent, on ne sait pas quand interviendra l'aller et quand interviendra la venue. Donc c'est ce doute qui peut faire que le doute, il est certaines personnes dans l'opinion. Il n'est pas de vous. Non. Écoutez, moi je suis le président du PCRN et je dirige le PCRN. Donc évidemment, moi, avant de prendre une décision, je dois m'entourer de toutes les précautions nécessaires. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Certainement, avec ceux qui m'accompagnent dans la direction du PCRN, nous analyserons tout cela. Mais vous m'avez posé la question, je vous réponds comme je l'entends et comme j'entends les gens l'analyser. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'expérience qu'ils ont sera forcément utile à l'opposition, mais je vous dis aussi que leur expérience peut aussi comporter par devers elle le doute, dans la mesure où ils sont souvent allés et sont sortis et repartis. Maintenant qu'ils sont ressortis,
Est-ce qu'ils ne vont pas repartir? Ça, c'est des questions légitimes que l'on peut se poser. D'accord, nous allons accueillir Nadège Yugen dans quelques secondes. Elle vous posera quelques questions venant des internautes et autres intervenants à travers nos différentes plateformes digitales qui sont d'ailleurs très suivies. On ne peut pas relayer tous vos messages. L'entretien est abondamment suivi en direct. On va mettre une respiration le temps d'installer Nadège. Retour sur le plateau de À vous la parole avec notre invité, l'honorable Cabral Libye, président national du PCRN, candidat à l'élection présidentielle 12 octobre prochain. Nadège est en train de s'installer. Bonsoir honorable. Aujourd'hui, je peux sans embâche, comme le disent certains, prétendre contre tout vent de chantage et critique, dirais-je que vous êtes mon maître politique. J'aimerais savoir comment faire aujourd'hui, dans un environnement assez étouffé comme le nôtre, où l'écosystème politique camerounais semble être la part des parents, des personnes accomplies sur le plan social, avec des états, des services élogieux, avec femmes et éventuellement enfants qui ont toujours gage de responsabilité pour s'affirmer comme une voix assez éloquente et objective que la vôtre. Pour faire simple, j'aimerais, voilà, heureusement, faites simple maintenant. Pour faire simple, j'aimerais depuis toujours faire une carrière remarquable en politique. Comment devrais-je m'y prendre sans n'avoir aucun préalable, jamais fréquenté l'amphithéâtre des sciences politiques? Un cadet qui vous affectionne profondément, il vous considère comme son maître politique. Ce cadet-là, bonsoir. Je suis Goufane Marius, bonne émission. Je suis militant à vie de mon président national, l'honorable Cabral Libye. Beaucoup de courage, nous n'avons pas peur, vu le slogan en avant, Goufane Marius, votre militant et relation à vie. Merci, c'est depuis Douala, Goufane Marius. Bonsoir le plateau. Monsieur Cabral ne dénonce pas les injustices du gouvernement et son parti a des militants comme Batoum qui sont très tribalistes. Et lui, il n'a jamais fait une sortie pour les recadrer. J'ai beaucoup de vidéos de cet individu où il dit que le PCRN est au pouvoir. Ils vont détruire telle ou telle autre ethnie. Il paraît que vous avez des militants un peu tribalistes et que vous ne recadrez jamais, Monsieur le Président. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il y a une autre chose qui caractérise effectivement mon leadership, c'est que je n'accepte pas que les cadres du parti qui s'identifient à moi s'éloignent de la ligne que je trace. Et s'il y a une question dont j'ai horreur, c'est la question tribaliste, c'est la question ethnique. C'est pour cela que nous, on construit un projet de société qui fédère des communautés plutôt que de les diviser. Et nous avons noté une chose qui est toute simple, c'est que ceux qui nous dirigent, lorsqu'il faut détruire le Cameroun, il y a toutes les ethnies. Donc il est hors de question que lorsque nous nous battons pour changer le Cameroun, que l'on s'enlise dans les bagarres de cette nature. Donc il dit avoir plusieurs vidéos. Je crois que s'il y en avait plusieurs, il n'y a pas que lui qui les aurait sur son téléphone. Je crois que vous-même, vous les auriez vus passer et d'autres personnes les auraient vus passer. En revanche, moi, je connais une vidéo dans laquelle on n'a même pas cloné ma voix. Mais on a simplement pris des images de l'un de mes meetings à l'étranger et quelqu'un a posé la voix en disant, donc, pendant qu'on me voit dans l'image, on donne l'impression que c'est moi qui parle et la voix dit que je vais tuer tous les Bamileke du Cameroun, je vais faire ci ou ça. Je me serais attendu
à ce que ce citoyen qui est très à cheval sur ces questions dénonce aussi cette vidéo qui elle est pourtant virale. Hein. Elle est pourtant virale et tout le monde sait aujourd'hui que c'est un audio montage. Vous voyez comment les gens sont. Au lieu de commencer par... Non, là, c'est même pas de l'intelligence artificielle, c'est de la bêtise tout court. Mais cette bêtise-là a été viralisée, justement, par des gens qui, eux, disent avoir dans leur téléphone des vidéos qui n'existent nulle part. Donc, c'est juste regrettable, une fois encore. Mais, je dis bien, si jamais il y a ce type de dérapage en ce qui concerne le PCRN, il s'est frappé immédiatement. Parce que ça n'a rien à voir. On a beaucoup de travail à faire. Vous savez, M. Jean-Jacques Zé, ça va être redondant, mais je le dis encore. Le PCRN, ces 6 dernières années, nous avons passé le temps à aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous savez que nous avons fait un accident de circulation et mon vice-président qui est dans ce studio était dans cette voiture, il a failli y laisser la peau. C'était dans la Damawa. Donc, pour un parti politique qui travaille et qui se mobilise autant, et qui se déplace autant, si vous avez une ligne anti-ethnique, mais c'est que vous creusez votre tombe. C'est que partout où vous irez, vous attendez à ce qu'on vous reçoive avec des bâtons et des machettes. Ça n'a rien à voir. C'est tellement antinomique avec ce que nous faisons qu'il n'y a vraiment que de ténébreux personnages qui peuvent avoir de telles postures. Accueillons Nadège Yugen. Bonsoir Nadège. Bonsoir Jean-Jacques. L'honorable président Cabral Libya, notre invité ce soir. Bonsoir honorable et bienvenue une fois de plus chez nous. Bonsoir madame. Comment vous allez? Pas autant que vous, vous avez très bonne mine. Bonne fête de l'Assomption. Merci madame. Alors le principe de l'émission est simple. Vous allez apprécier tout simplement les questions proposées par les internautes. Apprécier? Apprécier. C'est-à-dire noter, donner une note ou... dire que j'aime pas. Apprécier. Donnez votre point de vue. Ok. Alors, quelles sont vos relations en ce moment avec le président fondateur du PCRN, communément appelé ou affectueusement appelé Papa Kona? Ben, vous-même vous l'avez dit. On ne peut pas avoir de problème avec quelqu'un qu'on appelle affectueusement. Il n'y a donc aucun problème personnel entre nous. Bien au contraire. Je l'ai dit tout à l'heure avant que vous n'arriviez, que mes bras étaient totalement ouverts. Si Dieu me donne l'occasion de lui être utile en quoi que ce soit, comme je l'ai fait volontiers par le passé, mais je le ferai volontiers à l'avenir. Vous vous appelez? Comment? Vous vous appelez? Non, on ne s'est pas appelé ces derniers temps. On ne s'appelait pas autant que ça non plus par le passé. Hein. Donc, mais si j'ai besoin de lui, je vais l'appeler et j'imagine que s'il a besoin de moi, il va m'appeler. D'accord. Le PCRN va-t-il faire partie de la coalition ou d'une des coalitions qui se profilent? Ça, on le verra avec l'avenir. Ok, vous verrez avec l'avenir. Il se dit que dans votre entourage, les nouveaux venus utilisent utilisent des moyens plus orthodoxes pour se faire une place au sein de votre groupe, en écartant bien évidemment les anciens. Et ça marche. Que diriez-vous? Je dis que c'est faux. C'est faux. Okay. Tous les anciens sont là? Oui, tous les anciens sont là. Et quand ils ne sont pas là, ce n'est pas à cause des nouveaux. D'accord. Parce que c'est la question. Elle dit que les nouveaux emploient des méthodes peu orthodoxes pour chasser les anciens. C'est ce que vous avez dit, madame. Exact. Voilà. Donc, et que ça semble marcher. Et je réponds sans embâche que c'est faux. C'est totalement faux. Tous les anciens, enfin la majorité des anciens, ils sont là. Et lorsqu'ils sont partis, je crois que vous le savez très bien, c'est pas à cause des nouveaux, mais c'est à cause de leurs nouveaux amis qu'ils recrutent en face. D'accord. Comment réagissez-vous à ceux qui disent que vos partisans auraient sauté au Conseil constitutionnel au moment où cette institution entérinait la décision de l'ECAM d'écarter Maurice Kamto? Ben, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce jour-là, d'ailleurs, les images de tout ça sont ressorties, parce qu'à un moment, ça, comme d'habitude, était viralisé par des gens malveillants. Et il y a dans ce studio, d'ailleurs, quelqu'un qui était là, mon vice-président Ousmane Malpetel qui est là. Et j'ai moi-même demandé qu'on me montre toutes les vidéos, et heureusement que tous les journalistes qui étaient là avaient ces vidéos, je les ai toutes reçues. D'ailleurs, quand on lit, parce qu'au moment où on lit cette sentence-là, c'est une pause dans notre affaire, en fait. Parce que notre affaire avait commencé avant, et l'avocate du parti adverse avait parlé tellement longtemps, je crois pendant près de 2 heures, que après l'avoir écouté, le conseil a suspendu la séance pour reprendre avec notre affaire. Donc, quand ils reviennent de la suspension de séance, nos avocats et nos cadres
et c'est ce que montrent les vidéos, sont même en train de se concerter par rapport à ce que l'avocat d'en face a dit et ce qu'ils vont dire par la suite. Donc ils ne sont même pas attentifs aux sentences, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 2 ou 3 qui ont été lus pendant ce moment-là. Ils ne sont même pas attentifs. Ils attendaient simplement que ça se termine pour qu'ils viennent continuer leur boulot à eux. Donc, que cet aurait attendu une sortie de Cabral Libye, comme on a vu certains leaders politiques dire que ce n'est pas juste que Maurice Kamto soit écarté, qu'une élection sans Maurice Kamto ne serait pas une bonne élection. Peut-être qu'on s'attendait à ce que vous réagissiez également. Oh là là, mais Maître René Roger Bébé, qui est mon avocat, mon vice-président, qui était là, l'a dit, il a même fait mieux que ça. Il l'a dit le ton grave, devant tous les médias, y compris le vôtre. Regardez votre voix. Regardez votre, regardez votre journal de temps en temps. On parle de Cabral Libye, pas de Maître Bébé, on parle de vous. On se serait attendu à ce que le président Cabral Libye réagisse après le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Ben moi, je ne sais pas comment ça se passe dans le journalisme, mais moi je vais vous dire, en politique, lorsqu'on donne délégation à une personne, cette personne parle en notre nom. Là, vous êtes dans les hautes instructions, là. Ah ben absolument. Ah, d'accord. Ben absolument. D'accord. Une délégation est une instruction. Et lorsque cette instruction est suivie, ça veut dire que c'est ma volonté qui est suivie. C'est-à-dire que vous avez condamné, vous n'avez pas digéré, entre guillemets. Mais vous savez, ça aussi c'est une chose qui me caractérise, Jean-Jacques Zé. Le combat politique n'a de sens que quand il y a de l'adversité. Donc moi je fais partie de ceux qui aiment avoir des adversaires sérieux et de poids. C'est même passionnant pour le peuple. Vous savez, là, on va à une élection où c'est... Bon, là, le but de l'émission aujourd'hui, c'est pas d'entrer dans le fond. Oui. Mais encore que c'est quand vous voulez. Mais c'est un moment où le peuple doit choisir entre des offres politiques portées par des gens qui ont travaillé à les concevoir. Donc, forcément, moi, je suis... C'est comme au foot. J'imagine que si on annonce une compétition, par exemple, de Coupe du Monde, où on vous dit que le Brésil n'est pas là, l'Argentine n'est pas là, la France n'est pas là, et puis il n'y a que l'Angleterre qui va jouer contre Djibouti et la Mauritanie. Bon. Mais là, ça reste l'émotion, le sentiment. Les règles sont là. Oui, mais évidemment, je l'ai dit à l'entame de cette émission, les règles sont là. Et je vous ai dit, je ne maîtrise pas le fond de ce qui se passe dans les partis politiques, mais je vous parlais simplement de ce qui nous habite, nous, c'est-à-dire l'envie de bien jouer, l'envie de compétir. Alors, si vous gagnez le 12 octobre, votre victoire aurait été le plus belle avec Maurice Kamto candidat. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Parce que, vous savez, dans ce genre de victoire, quelqu'un va toujours vous dire, oh, vous avez gagné parce que l'autre n'était pas là. Vous savez, vaut mieux être dispensé de ce genre de commentaires par la suite. D'accord. D'accord. Le PCRN a la totalité des conseillers municipaux dans l'Union Ekele. Mais lors des sénatoriales et régionales, c'est le RDPC qui a gagné. Et les internautes estiment que vous avez vendu des places. Que répondiez-vous? Voilà. À cela. Une fois encore, évitez d'écouter des internautes. Ce sont des questions relevées par... Non, mais là, c'est même pas une question, madame. C'est une inculture. C'est que le PCRN n'a jamais eu la totalité de conseillers municipaux dans l'Union Ekele. Alors, très vite, en 5 secondes. Oui. L'Union Ekele a 10 arrondissements. 10. Le PCRN n'en a gagné que 5. Et les 5 autres ont été gagnés par le RDPC. En nous écartant d'ailleurs de la course dans 3 communes, en justice. Et dans une de ces 5 communes gagnées par le RDPC, nous avons 4 sièges. Ce qui fait que le nombre de sièges que nous avions dans l'Union Ekele, de plus que le RDPC, était de 4. Quelque temps après l'élection, un de nos conseillers municipaux est décédé. Il ne restait que 3. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec cette mince marge, ils ont fait ce qu'ils savent faire. Les aveux sont arrivés après. Une conseillère qui dit que je devais payer la dernière tranche de mon enfant, on m'a donné 150 000, j'ai voté contre moi-même. Un autre qui dit qu'on m'a promis des marchés publics, j'ai vu que vraiment ça va me permettre de finir la maison au village, j'ai voté contre moi-même. On sait tous là où ça s'est passé, dans la maison de qui et combien il y avait dans les enveloppes. Moi, je n'en ai jamais voulu en parler, j'ai jamais voulu en parler, mais j'en parle maintenant. Mais je dis simplement tout ça, madame, pour corriger
Vous voyez donc dans cette affaire où on donne l'impression que nous avions tout le éclairé et que j'ai même lu ça quelque part, que j'aurais reçu dans mon village à Mahomi un ministre du gouvernement qui était venu avec un cargo d'argent que j'ai fini d'enterrer là-bas et puis je suis venu demander que l'on vote pour... Mais ça n'a aucun sens tout ça. D'accord. Et le... Mais vous arrivez vous. Le PCN est-il représenté dans les 10 régions du Cameroun? Ben évidemment. Je croyais que vous parlez des élus. Non, des une représentation nationale. Oui, enfin, si on prend les régions, c'est-à-dire, vous savez, même si vous êtes dans une seule ville, dans une région, ça veut dire que vous êtes dans la région. Oui, de ce point de vue, oui. Le PCRN est dans toutes les régions du Cameroun, mais je vais être honnête avec vous, le PCRN n'est pas implanté dans les 360 arrondissements, notamment les arrondissements où il y a des crises. Les arrondissements où il y a des crises, où on ne peut même pas arriver, où il n'y a même parfois pas grand monde. Non plus, parce que tout le monde est parti. Cela vaut pour certaines communes dans la partie anglophone du pays, comme au niveau du lac Tchad là-bas, des zones comme Blangwa là-bas et autres, où c'est compliqué. On a essayé, hein, certains de nos camarades, bon bref, passons. Et puis pour sortir, c'est dit que vous avez fait le tour du Cameroun. Oui, bien sûr, je le rappelais tantôt, madame. Moi, j'ai toujours été conscient de ce que notre formation politique avait les insuffisances du nouvel arrivant. Nous venons en compétition contre des partis politiques qui existent pour certains depuis une éternité. Donc nous sommes conscients que nous devons faire des efforts pour rattraper ce gap. Donc je suis obligé de me déplacer pour me faire connaître. Est-ce une pré-campagne? Et pour connaître, appelez ça comme vous voulez, madame, mais moi je vous dis que nous sommes toujours en campagne, parce que nous avons toujours en ligne de mire la prochaine élection présidentielle. Et je suis de ceux qui pensent, n'en déplaise à certains, que pour avoir la prétention sérieuse de diriger un pays, il faut connaître ce pays et se faire connaître par les hommes et les femmes de ce pays. Donc, lorsque je me déplace, c'est dans ce double objectif, madame, que je ne parle pas. Pourquoi beaucoup de gens, et quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, on dira que c'est un militant, mais pourquoi beaucoup s'accordent aujourd'hui à dire que notre offre politique est l'une des offres politiques les plus solides et les mieux écrites? Parce qu'elle s'inspire de ces expériences vécues, madame. Souvent, lorsque je parle du Cameroun, c'est comme si j'y suis né et que j'y ai grandi. Mais ce n'est pas la magie. Alors, c'est deux choses. D'abord, ce déplacement que vous évoquez et la grâce que j'ai, madame, d'être bien entouré. J'ai vraiment la grâce, et je remercie Dieu pour ça tous les jours, de diriger un parti politique où il y a pratiquement toutes les couches sociologiques du Cameroun. Pratiquement toutes les ethnies du Cameroun. Vous avez d'ailleurs quelqu'un qui est fréquent sur votre plateau et qui ne me fait pas souvent de cadeaux, M. Blériot Nyemek, il m'allume, mais c'est souvent à la bazooka. J'ai vu une de ses vidéos qui circule où il disait, je peux dire de ce monsieur tout ce que je veux, mais s'il y a une chose qu'on ne peut jamais lui reprocher, ou alors lui contester, c'est son ouverture à tout le monde. Et que son parti politique ne peut jamais être accusé de préférence tribaliste ou de choses comme ça. Donc ça, c'est une grâce que nous avons, et ce qui fait que chaque fois que nous travaillons, ayant la chance d'être entouré de toutes ces personnes, ces hommes et femmes-là, je sais toujours avec précision de quoi je parle, et ensemble, c'est toujours avec précision que nous définissons la solution. D'accord. Merci Nadège Youken d'être passé par ici. On se donne rendez-vous vendredi prochain avec probablement un autre invité. Bonsoir JZ. Des 11 autres candidats en liste, Cabral Libi me semble le plus abouti, préparé et est pour moi l'homme de la situation. Hubert Volo, qui vous salue d'ailleurs. Ah oui, bonsoir Hubert. Secrétaire national de la communication du CAC. Alors Hubert, d'abord Hubert Volo, que je connais très bien, est un des membres fondateurs. Vous parliez tout à l'heure des gens qui partent. Voilà. C'est un des membres fondateurs de 11 millions de citoyens. Oui. Nous avons travaillé à 11 millions de citoyens. Nous sommes allés à l'élection présidentielle. Puis après l'élection présidentielle, avec certains de ses amis, ils ont créé un parti politique qui est le CAC. Donc il n'est même plus au PCRN. Mais vous voyez que bien que n'étant plus au PCRN, il tient des propos aimables qui me touchent beaucoup à mon endroit. Donc, ça vient remettre en cause l'idée selon laquelle les gens s'en vont, ainsi de suite. Lui, il n'est même plus au PCRN. De toute façon, il n'a jamais été au PCRN, puisque après l'élection présidentielle, ils ont créé un parti politique. Mais, n'empêche... Le témoignage est là. Hubert, c'est un habitué de nos plateaux. On prend une respiration, le temps de libérer Nadège.
Allez, on prend une autre question d'internaute qu'on a failli mettre de côté tout à l'heure. Comment l'honorable Cabral réagit-il à la création du PRAC par les anciens maires de Matombe et Macaque, une sorte de branche dissidente du PCRN? C'est un point d'interrogation. Ça vous intéresse, ce sujet? C'est quand même des anciens membres du parti qui sont partis créer un autre parti. Et je leur dis bonne chance. Que du succès. C'est tout. Ouais. Alors, votre slogan de campagne, réussir ensemble, il s'adresse à qui quand vous parlez de réussir ensemble? Les autres partis politiques ou l'ensemble des Camerounais? À l'ensemble des Camerounais et aux autres partis politiques. Oui. Parce que justement, le projet que nous portons pour le Cameroun est un projet d'inclusion, est un projet qui a été construit au bénéfice de tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, y compris ceux qui ne sont même pas d'accord avec nous. Parce que nous pensons que le Cameroun, au bout de 43 ans, tout le monde a été meurtri d'une façon ou d'une autre par la malgouvernance, la déliquescence, la bordelisation de l'État et tout ce que vous voulez. Au point où on en est aujourd'hui, les gens étouffent. Les gens ont juste besoin d'autre chose, quoi. Les gens ont juste besoin de changement. Ils en ont marre. Ils sont à bout. Et lorsqu'on est face à ce peuple-là, on ne doit pas s'encombrer de ressentiments, de rancunes, de divisions, de catégorisation, en disant de menaces, en disant oui, vous, quand on arrive, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vous, quand on arrive, on va vous régler des comptes. Vous savez, chacun a fait ce qu'il a pu pour vivre. Chacun a fait ce qu'il a pu pour élever ses enfants. Il est question qu'on trace une ligne et qu'on fixe un nouveau cap. Et que désormais l'horizon porte une promesse. C'est cela, réussir ensemble. Alors, on a pensé que c'était un appel que vous placiez comme le Messie et vous appeliez les autres à vous accompagner. Non, nous on n'a jamais eu de posture messianique. Absolument pas. Et je veux... Cette réussite ensemble, elle commence justement le 12 octobre. On a promis d'en parler tout à l'heure et pour moi, c'est l'occasion. D'abord, sortons de l'impuissance apprise. Que personne ne vous dise plus, chers compatriotes, que ce n'est pas possible. C'est possible. Ne l'oubliez jamais, depuis 1992, les 3 premiers à chaque élection présidentielle ont obtenu plus de 90% des suffrages. Donc il ne faut pas se tromper sur l'électorat camerounais, c'est un électorat rationnel. Lorsque je prends souvent l'exemple du Sénégal, où un candidat a gagné face à 17 autres candidats, ou 16 autres candidats, c'était en mars 2024, en mars dernier. Et au premier tour, dans un pays où il y a une élection à 2 tours, ça veut dire que c'est possible. Et à cette élection, je viens de le dire, il n'y avait pas que 12 candidats, il y en avait 17, je crois. Dont 3 anciens premiers ministres, y compris le sortant, dont 3 anciens maires de Dakar, un ancien maire de Kaolack, un ancien directeur général des douanes, 2 anciens députés, 3 professeurs d'université, une puissante femme d'affaires, ainsi de suite. Par la volonté du peuple, ça s'est fait. Et là, on me répond, oui, le Sénégal, ce n'est pas le Cameroun, c'est vrai. C'est vrai, c'est un pays, le Sénégal, qui a quand même connu, depuis 1990, je crois, 4 présidents. Donc là-bas, on sait ce que c'est que, on a l'expérience de l'impact du changement à la tête de l'État dans la vie de tous les jours. Ici, les gens sont figés sur 43 ans du même système, au point qu'ils ne croient plus à rien. On a même tendance à penser que tous ceux qui veulent le pouvoir, non seulement n'y parviendront pas, et quand même ils y parviendraient, ce serait pour faire comme ceux qui étaient là avant. C'est ça l'impuissance apprise. Et nous disons aux gens, non, le changement est possible. Et ça commence par la surveillance du vote, M. Jean-Jacques Zé. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps où j'ai démontré la sophistication de la fraude. Je l'ai démontré. Avec les électeurs fictifs que l'on fabrique, avec les données biométriques, mais qu'on loge dans des bureaux de vote effectifs. Le seul moyen de contrecarrer cela, c'est la surveillance physique du vote. Et en cela, permettez, M. Jean-Jacques Zé, vous avez évoqué les corps sociaux tout à l'heure, y compris ceux qui sont reçus à la présidence de la République. Nous en appelons, dans une initiative que nous avons appelée La Voix, la foi, nous appelons aux hommes d'église, aux hommes de foi, aux hommes de mosquée. Parce que, au point où nous en sommes, prenez l'affaire par le bout que vous voulez. Dans chaque village du Cameroun, il y a soit une église, soit une mosquée. Et les hommes d'église et les hommes qui tiennent les mosquées savent pouvoir trouver parmi leurs fidèles des hommes et des femmes qui craignent Dieu
et qui peuvent aider les candidats que nous sommes à surveiller le vote dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire en capacité de résistance et aux intimidations et aux achats de conscience ou simplement au soudoiement qui arrive généralement vers la fin de la journée du vote. Nous comptons sur eux, les hommes d'église, les hommes de foi, les hommes de mosquée, nous comptons sur eux, qu'ils s'y engagent aussi. Nous avons tous lu la position de l'église catholique il y a un certain temps. Eh bien, le moment de l'action est arrivé. Nous comptons sur les Camerounais. Monsieur Jean-Jacques Zé, je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous regardent là maintenant veulent le changement. C'est leur droit. Tout comme ceux qui n'en veulent pas, c'est leur droit aussi. C'est la démocratie. Mais je m'adresse à ceux qui veulent le changement. Il suffit de décider, monsieur Jean-Jacques Zé, pour ceux qui sont en train de nous regarder maintenant, de décider que le 12 octobre 2025, moi, dans mon bureau de vote où je serai assis, il n'y aura pas de fraude. Et je vous assure, il n'y aura pas de fraude. Et une fois... Pas besoin d'appartenir forcément à un parti politique. C'est un engagement pas besoin. citoyen. Mais en revanche, il faudra bien pouvoir représenter un parti politique. Oui. Même pas besoin de prendre la carte. Mais il suffit de contacter un de ces partis politiques, un des membres, un des représentants de ces partis politiques, et de se porter volontaire pour être son représentant dans le bureau de vote. Pourquoi c'est utile? Parce qu'après le dépouillement, on donne les PV. Les PV sont signés par tous ceux qui sont dans les bureaux de vote et chaque représentant du candidat rentre avec le PV. Imaginez-vous, M. Jean-Jacques Zé, si je réussis à avoir 34 000 personnes dans chaque bureau de vote qui me ramènent le PV, le vrai, pas le PV, le faux, qu'on nous ramène après qu'on ait échangé le vrai contre 10 000 ou 100 000 ou je ne sais combien. Le vrai, je suis en mesure de publier, à défaut de les publier, parce que la loi dit qu'il ne faut pas publier les tendances, oui. Mais je suis en mesure de connaître les résultats dès le lendemain. Parce que je fais simplement une addition des résultats qu'il y a dans chacun des PV que mes représentants m'auront ramené. Pourquoi c'est si difficile? Parce que c'est une question, je ne dis pas que je ne justifie pas la difficulté, je dis que c'est une question d'engagement et de responsabilité individuelle. Vous voyez, depuis le début de l'émission, on a beaucoup parlé de coalition. De façon subliminale, c'est une délégation. C'est-à-dire que les citoyens ont tendance à déléguer la mission de changement aux candidats, aux leaders politiques, mutualiser, coaliser, comme si c'était une affaire qui était extérieure d'eux-mêmes. Maintenant, ils en font partie. Autant les candidats et les leaders politiques doivent coaliser comme ils le souhaitent ou mutualiser, autant chacun d'entre eux a un rôle à jouer le jour de l'élection. Et c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité individuelle. Parce que pour gagner une élection présidentielle, avec un électorat chiffré à un peu plus de 8 millions maintenant, vous devez forcément avoir plus de 4 millions de voix. À défaut, même 3 millions, même 2 millions de voix. Mais comment aurez-vous 2 millions de voix si vous êtes déjà incapable d'avoir 33 000 personnes qui vous aident à surveiller le vote? Donc, ceux-là même qui ont l'intention de me voter doivent savoir que le seul moyen, je dis même le seul moyen de me permettre de gagner cette élection, c'est de veiller sur le vote qu'ils m'ont accordé dans le bureau de vote. C'est-à-dire en y veillant pour qu'on ne le transforme pas, pour qu'on ne l'efface pas, pour qu'on ne le change pas. Et là, vous effacez une perception ou une doctrine répandue qui voudrait que les partis politiques n'ont pas de moyens, ils ne peuvent pas déployer un représentant dans chaque bureau de vote parce que ça coûte 10 ou 20 000 francs. C'est facile, si on s'accroche à ces données-là, on fausse la réalité ou la vision que vous avez. Vous avez parfaitement raison, c'est encore là une des déclinaisons de l'impuissance apprise. Parfois, les Camerounais qui supposément veulent le changement se comportent donc en prestataire. Donc, voici le jour de l'élection. Quelqu'un vous dit que vraiment il en a marre, il faut que ce pays change. Il vous dit vraiment, moi je suis prêt à vous représenter dans un bureau de vote, mais payez-moi d'abord. Comme si le changement dont vous parliez était votre affaire à vous. Mais c'est ça l'impuissance apprise, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire, beaucoup de Camerounais se disent, et c'est ça le problème de la longévité d'un individu au pouvoir, d'une personne au pouvoir, c'est que ou d'un système, c'est même pas une question d'individu, de personne, c'est un système. C'est que, comme les gens n'ont vu que la même chose,
ils se disent que la chose différente n'existe pas. C'est humain. C'est toute la différence entre la mentalité politique d'un Sénégalais, d'un Béninois, et la mentalité politique d'un Camerounais. Un Sénégalais sait ce qu'il a eu comme gain entre Diouf et Wade, entre Wade et Macky Sall, entre Macky Sall et Diomaye. Il sait ce que c'est que le changement. Il a expérimenté le changement. Il a vu le changement, les changements qu'apportait le changement. Nous, non. Et c'est pour cela que nous sommes dans une société soupçonneuse. C'est-à-dire que on passe le temps, et vous avez passé l'émission à me le rappeler, on passe le temps à soupçonner tous les acteurs politiques de simplement vouloir rentrer dans la mangeoire, de vouloir utiliser les citoyens pour accéder à la mangeoire. Ils n'ont pas toujours tort. Parce qu'il y a quand même quelque chose de grave. Permettez-moi cette digression. Bon, grave, on dira que j'ai dit un gros mot. Mais qui s'est passé quand même en 1992? Vous savez, 1992, c'est l'avènement de la démocratie. Et la plupart des opposants de premier rang en 1992 étaient des transfuges du pouvoir. Et c'est des gens qui ont quitté le pouvoir, qui se sont retrouvés aux avant-postes de l'opposition. Comme c'était quelque chose de nouveau, le peuple leur a signé des chèques à blanc. Oubliant qu'ils étaient en train de signer ces chèques à blanc à des gens qui venaient du pouvoir. Eux-mêmes, pour beaucoup, quittaient le pouvoir parce qu'ils se disaient, comme ça se passait un peu partout, que c'était la fin du pouvoir, donc il fallait vite sauter du bateau. Mais ce qui s'est aussi passé, c'est que certains d'entre eux, ayant vu que le bateau n'avait pas coulé, sont rentrés immédiatement après, désabusant donc le peuple. Le peuple camerounais qui a été trahi et meurtri en ce moment-là, ne s'en remet que péniblement, hein. C'est pour cela que vous rencontrerez, moi qui marche beaucoup dans le pays, je rencontre beaucoup d'anciens qui me disent, oui, monsieur Libi, on vous aime bien. Vous bavardez, vous causez. Mais on a eu des causeurs comme vous. Et ils nous ont laissés au carrefour, c'est une expression consacrée chez nous. Mais vous avez beau leur dire que vous ne ferez pas la même chose, ils vous regardent quand même, ils vous disent que vous parlez exactement, comme ceux qui l'ont fait. Donc, ça, c'est un bombardement psychologique qui a laissé des traces profondes. Mais j'espère que le peuple camerounais est en train de s'en relever. Et c'est pour cela que je dis à ceux qui nous écoutent, croyez en votre capacité individuelle de changement. La responsabilité qui incombe au candidat que je suis est exactement la même qui incombe à chacun d'entre vous, pris comme citoyen. Si chacun fait sa part, vous connaissez la fable du colibri. Permettez que je la dise, je l'aime beaucoup. Un jour, il y eut un incendie de forêt. Et tous les animaux se mirent à fuir. C'est Pierre Rabhi qui l'a repris dans son ouvrage. Pierre Rabhi, il est mort il n'y a pas longtemps, un environnementaliste français. Mais c'est même une vieille fable amérindienne. Alors un jour, disais-je, il y eut un incendie de forêt et tous les animaux se mirent à fuir. Et un colibri aperçut une mare d'eau et avec son petit bec, il entreprit d'aller en puiser et d'en verser sur l'incendie dans l'illusoire prétention de l'éteindre. Et un tatou c'est un grand fauve amérindien, passant par là en fut agacé, se retourna et lui dit, mais petit colibri, ce que tu fais là ne sert à rien, avec ton bec tu n'éteindras jamais l'incendie. Il lui répondit, le colibri, je sais, mais je fais ma part. Que chacun fasse sa part. D'accord. Alors, bonsoir à vous et bonne émission. J'aimerais rappeler au président Cabral qu'il se trompe lourdement. Nous ne pouvons pas comparer le Sénégal, un pays où les instances électorales, le Conseil constitutionnel, la justice sont indépendants, avec notre piètre système constitué des hommes sans honneur ni valeur. On va s'arrêter là. C'est ça l'impuissance apprise. Je n'approuve absolument pas ça. C'est pour cela que je lis spécialement. Oui, mais on m'a dit, dans l'affaire dont nous parlions tout à l'heure, du PCRN, que je ne gagnerais jamais, n'est-ce pas? Que c'était impossible de gagner un procès. Surtout avec tout ce qu'on sait qu'il y avait derrière. Mais je l'ai gagné. C'est de cette justice qu'il parle. C'est de cette justice. Et moi, je fais confiance à cette justice. Je fais même confiance au Conseil constitutionnel. Je reste convaincu que si moi j'apporte, je possède la preuve de ma victoire par les PV, que m'apporteront les citoyens qui sont en train d'écouter, je reste convaincu que le Conseil constitutionnel me proclamera vainqueur. D'accord. Le président Cabral, bonsoir. Qu'en est-il de cette affirmation faite lors d'un live où vous avez dit ne pas vouloir vous associer avec un ancien membre du gouvernement? Merci, c'est Beyek qui envoie, vous l'avez dit? Mais oui, mais je répète encore ce que j'ai dit concernant cet ancien membre du gouvernement, comme il dit. J'avais dit que j'ai des doutes sur
quelqu'un qui a servi le régime et qui, pendant qu'il servait le régime, n'ouvrait sa bouche que pour encenser le régime, et quand il écrivait, n'écrivait que pour encenser le régime. Et j'ai dit, moi j'ai des doutes à m'aligner, j'ai des difficultés à m'aligner derrière ce type de personnage. Mais dans le même direct, je dis, nous pouvons faire tout le reste. Nous pouvons mutualiser dans la surveillance du vote, nous pouvons mutualiser pour un projet commun, mais sur la question de mon alignement, j'ai des doutes et qu'il me faudrait des garanties. Le voice, il est encore disponible, donc il peut l'écouter. Le live, vous faites les images du live. D'accord. Moi, je candidat pour le contrôle. Moi, je me porte candidat pour le contrôle du vote au compte du PCRN en tant que membre à Ngousso, fabrique école des Alouettes. Mon adresse, voilà, Pambé. Je vais transmettre cela aux équipes de Si je ne rentrais de cette émission qu'avec cette nouvelle, ça me suffirait largement. Bonsoir Jean-Jacques Zé, et je dis un bonsoir particulier au président honorable Cabral Libi. Moi, c'est Ababakalao Elias de Nkozwa. Je suis un militant de première heure, d'abord du Parti Univers et maintenant du PCRN depuis 2019, car pour moi, les électeurs ne suivent pas le parti, mais l'homme qui est à la tête du parti. J'ai toujours soutenu le président Cabral Libi et je compte sur lui et je lui donnerai ma voix le 12 octobre. Mais il y a une seule chose que moi je lui reproche, c'est l'effet d'être vulgaire sur les réseaux sociaux, à répondre à toutes les actualités, à toutes les attaques adverses. Il n'a pas besoin de répondre aux attaques à travers sa page Facebook ou Twitter. Il y a un secrétaire général du parti et il doit faire des communiqués officiels à l'attention du peuple. Merci. Bonne émission. C'est un militant qui trouve que vous êtes un peu trop présent. Il dit même vulgaire sur les réseaux sociaux. Oui, ça aussi, c'est un débat permanent dans notre formation politique, hein. Il y a ceux qui sont un peu plus orthodoxes, qui estiment que le président national devrait cultiver un peu plus de distance, un peu plus de mystère, un peu plus d'absence. Et d'autres, et j'en fais partie, qui estiment que le fait que Donald Trump tweete tous les jours n'enlève pas qu'il est le président de la première puissance du monde. Et que c'est pas parce que le président chinois, lui, ne tweete pas que l'un est plus président que l'autre. C'est qu'une question de méthode, quoi. Maintenant, je suis comme je suis et je prie mon camarade qui en est agacé de m'accepter comme ça. De m'accepter comme ça. Je suis aussi un être humain. Donc, il y a des moments où je ne supporte. Pourtant, c'est vous qui me disiez tout à l'heure que j'étais plutôt quelqu'un de placide, de résilient et de contenu. Mais il y a des moments où ça me trouve au mauvais moment, le téléphone est devant moi, quelqu'un lâche un truc, je ne supporte pas, et ben je réponds. D'accord. Bon, parfois, ceux qui administrent le groupe effacent derrière, mais les gars, on dit screenshoté, comme on dit. Monsieur Cabral Libi, oui. Il y a même ma porte-parole, excusez-moi de vous couper, Anne Fegon Noah, qui a dit un jour qu'il fallait qu'on m'enlève le téléphone des mains tous les soirs quand je rentre à la maison. Le téléphone, salut. Moi, si je vote aujourd'hui, c'est grâce à 11 millions de monsieur le président Cabral Libi. Alors, il a nos voix en tout temps qu'il se présente Solange depuis Douala, PK10. Jean-Jacques, bonsoir, Cabral Libi. Nous autres peuples, vrais peuples, nous sommes convaincus que le 12 octobre, ce sera vous. Et pour la coalition, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je veux contrôler le vote à Douala 3e. En avant, PCRN Oye, voilà un autre volontaire pour Douala 3e, pour le contrôle du vote. Bonsoir, Président. Bonsoir, Jean-Jacques. Êtes-vous flexible à une éventuelle coalition? Je crois qu'il a déjà répondu dans la question. Si oui, quels sont les critères? Il a également évoqué ces critères-là. La rediff de l'émission, c'est dimanche à 7 h du matin. Vous retrouvez également l'émission sur YouTube tout à l'heure. Cabral, bonsoir. Une proche de M. Issa Tiroma, l'ancien membre du gouvernement et candidat à la présidentielle République dénommé Adja Awa, a fait des révélations scandaleuses vous concernant comme pure fabrication du régime. Elle estime que vous avez toujours copiné avec le régime, donc implicitement un vendeur d'illusions. Votre conscience est-elle tranquille face à ces révélations, Monsieur Abakar, citoyen camerounais? Il y a un moment où je suis dépassé. J'ai aussi suivi Adja Awa. Ce que Adja Awa a dit, c'est qu'on m'a donné 5 000. Que j'étais très maigre. Elle a vu que les 5 000 là, vraiment, ce n'était pas suffisant pour le travail que j'avais fait. Elle a demandé qu'on m'ajoute 5 000. Voilà ce que Adja Awa a dit. Et c'est Adja Awa a dit que j'étais une fabrication du régime et tout ce que vous voulez. Non, elle a intercédé pour qu'on m'ajoute 5 000 sur les 5 000 que j'avais reçus. Elle a fait une bonne œuvre et je la remercie. En revanche, je vais vous dire comment je me suis retrouvé
dans ces points de presse-là, que faisait le ministre Chiroma à l'époque, en fait, celui qui était fréquent sur ces points de presse s'appelle Armand Okol. Exactement. Et il se passe qu'un jour, Armand Okol ne peut pas, parce qu'il travaille à l'époque à LTM à Douala. Donc Armand Okol, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas être là à la conférence de presse. Et on lui demande de trouver au pied levé un remplaçant. Et moi, à l'époque, je travaillais à Radio Campus. Et c'est comme ça qu'Armand, que je connais depuis, m'appelle. Il me dit, s'il te plaît, va me remplacer au point de presse. Et c'est comme ça que je débarque au point de presse, je trouve Alain Belibi et les autres. Et je parais comme ça. Et ce jour, ma question accroche le ministre Chiroma, Issa Chiroma Bakari, qui demande à me voir après. D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est là qu'il me dit, mais écoutez, monsieur Libi, moi j'aime bien des gens qui posent des questions accrocheuses comme vous. Est-ce que vous serez disponible à revenir souvent? Je dis, bah, écoutez, pour une fois que j'ai la possibilité de me confronter à un membre du gouvernement, vraiment, c'est un grand plaisir pour moi, tant que j'ai la parole libre et que je pose mes questions comme je veux. Il me dit, mais justement, c'est ce que je demande aux journalistes, et vous vous exprimez librement, et c'est comme cela. Donc, il se peut donc que c'est ce jour-là qu'elle est intercédée pour les 5000. Parce que, soit dit en passant, on ne se connaissait pas. Ajoutez un peu, monsieur le ministre, il mérite plus. Bonsoir, honorable, le politicien le plus cohérent du Cameroun. C'est cette cohérence qui nous amène à te suivre avec conviction. Je te suis depuis 2010. Je suis volontaire à être représentant du PCRN dans mon village à Assok, par Nzeng. Mais je ne sais pas comment faire. J'ai écrit à M. Cabral Ibé dans son Facebook. Il est déjà volontaire du côté de Nzeng à Assok pour être... Et le parti est très bien représenté à Nzeng d'ailleurs. C'est dans l'Union Issou. Bonsoir président, honorable, si vous étiez... On peut faire un tour au siège, c'est le passage à Yaoundé. D'accord. Parce que sur ce sujet, on a mis en place une commission de préparation de l'élection et la personne en charge spécifiquement de la surveillance du vote, c'est honorable Roland Goïsi, qui est actuellement même, elle-même actuellement en train de faire le tour du Cameroun pour organiser ça. D'accord. Bonsoir président, si vous étiez pas en politique, la jeunesse n'aurait pas de repère. J'ai 100 mandataires prêts à surveiller le vote. Tour de contrôle cité SIC. C'est votre petit nom, tour de contrôle cité SIC. Peut-être que vous devrez également vous rapprocher. Ah oui, mais il colle à son nom. Hein. S'il a 100 mandataires, c'est exactement le genre de personnes que nous cherchons. Je le remercie pour cette offre. Et on vous donnera le contact. Nous allons travailler ensemble. Oui, merci. D'accord. Nous, on va sortir l'émission. On est en plein temps additionnel. Je rappelle que vous reviendrez certainement lorsque la campagne électorale sera ouverte. Chaque fois que vous m'inviterez, vos offres aux Camerounais, puisque la présidentielle est là, elle est à nos portes. Cabral Libi, c'est quel candidat qui va se présenter aux Camerounais le 2 octobre prochain? Mais c'est le candidat que vous voyez, qui est porteur d'une vision, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, qui porte un projet de société. Notre site internet, pour ceux qui ne le savent pas, nous l'avons relancé là, www.cabral2025.cm. Si vous entrez dans ce site, vous aurez notre projet de société synthétisé en 100 pages, plus de 100 pages. Vous aurez notre projet de société synthétisé en question, c'est-à-dire état des lieux, le projet, proposition concrète. Vous verrez les 11 mesures majeures que nous prendrons dès que nous prêtons serment, ce que nous comptons faire pour mettre fin à la crise anglophone, parce que pour nous, la première chose à faire, c'est la paix. La paix, un accord de paix, comme on dit. Peace agreement. Parce que dans tous les pays du monde, quand il y a eu la guerre, ben, il faut un accord de paix. Et pour arriver parfois à un accord de paix, on est obligé de discuter, même avec les gens avec qui on n'avait pas envie de discuter. Et dans mon cas, pour la paix de mon pays, parce que tout le projet que nous portons, s'il y a la guerre, nous ne pouvons pas le réaliser. Donc il faut cette paix. Il faut resocialiser et recaser tous les déplacés. Il faut reconstruire les zones sinistrées par la guerre. Il faut aussi, notamment pour la partie septentrionale, moderniser notre armée pour lui donner les moyens de faire face davantage, ou mieux encore, à ce à quoi nous faisons face, c'est-à-dire le terrorisme. Ça, c'est pour de la paix. La nourriture, M. Jean-Jacques Zé, ben, ça fait toujours rire. Et pour nous, c'est très important. Le Cameroun a 8,2 millions d'hectares de terres arables.
l'une des premières choses que nous ferons, c'est de faire en sorte que chaque Camerounais ait 3 repas équilibrés chaque jour. Ça veut dire qu'il faut baisser les prix, drastiquement les prix de produits alimentaires de première nécessité. Ça veut aussi dire immédiatement qu'il faut créer une grande entreprise publique que nous appelons la Société nationale des grandes fermes, qui va donc lancer l'activité agricole, aquacole, pour donner donc du sens à ce qu'on appelle aujourd'hui l'import substitution. Parce qu'on ne peut pas importer du poisson, du riz, des oignons, enfin tout ce que vous voulez, à des centaines de milliards. Tout ça, tout ce que nous importons par an en termes de nourriture, c'est plus de 1000 milliards. C'est juste inadmissible, il faut l'investir chez nous. Et une autre mesure urgente que nous allons prendre, c'est que dès que nous prêtons serment, nous faisons un déblocage spécial de 700 milliards de francs CFA, que nous donnons à chaque commune du Cameroun, 2 milliards pour chaque commune. Pourquoi, M. Jean-Jacques Zé? Je vais vous dire. Première chose, la réhabilitation des routes. Nous en avons fait maintes fois la démonstration. Chaque commune du Cameroun doit avoir un bulldozer, une niveleuse, une pelle chargeuse, un compacteur, un camion. Ces engins cumulés coûtent environ 350 millions de francs CFA. C'est l'État qui achète. On exonère des droits de douane. L'État va même transporter. Va voir l'entreprise qui livre pour qu'il y ait ici une usine de montage et de pièces de rechange. Très vite, vous verrez que dans chacune de nos communes, les routes seront réhabilitées. Parce qu'avant d'arriver aux autoroutes et aux routes bitumées, ben, il faut déjà qu'on ait des routes en terre qui soient de bonne qualité pour permettre aux gens de sortir les vivres notamment. Et ça prend 500 millions par commune. Hein. Lorsque vous avez donné 2 milliards à chaque commune, ça prend 500 millions. Ces engins, je viens de vous le dire, c'est même 350 millions. Il faut immédiatement régler le problème de la santé. Nous l'avons dit à maintes reprises. Nous devons créer une caisse nationale de sécurité santé, ce que nous appelons la CN2S, qui sera alimentée d'une part par les contributions, par la fiscalité et par les contributions individuelles, avec l'avantage que ça va sortir l'économie camerounaise de l'informel. Parce que, figurez-vous, M. Jean-Jacques Zé, qu'il suffit qu'on dise que désormais, pour accéder à un quelconque service public au Cameroun, il faut que vous donniez la preuve que vous donnez votre contribution à la Caisse nationale de sécurité santé. C'est simplement ce que nous faisons avec le crédit du téléphone, hein, ce qu'on appelle le prepaid. Vous payez avant de consommer. On ne peut pas vivre sans avoir l'assurance que si on tombe malade, on va être soigné. La crainte des gens, c'est que l'argent soit détourné. Heureusement, c'est nous qui serons au pouvoir. Une autre mesure très importante, ce que nous appelons le SIGIFT, le système informatique de gestion intégré de toutes les transactions économiques. C'est très important. Parce que, une fois que nous déclinons nos projets, nos offres politiques, on nous dit où allez-vous trouver de l'argent. Mais le vrai problème du Cameroun, c'est que l'argent est détourné. Et dans plusieurs circuits. Mais ça, il faut y mettre fin en digitalisant les transactions économiques. Et c'est ça qui permettra que notre budget, comme un pays de niveau de développement comparable qu'est la Côte d'Ivoire, puisse passer de 7 000 milliards à 15 000 milliards. D'accord. Comment peut-on avoir 5 régions du Cameroun qui sont limitrophes du Nigeria et ne pas prioriser les routes de desserte entre le Cameroun et le Nigeria qui a plus de 100 millions d'habitants? Il faut être sérieux. C'est une de nos priorités. Je viens de vous déclarer, hein, on en a comme ça 11 majeurs que nous ferions une fois que nous avons prêté serment. Vous voyez, nous on vient, comme disent souvent les jeunes, avec du lourd. Nous sommes préparés et nous ne demandons qu'à ce qu'on nous donne la possibilité d'en discuter avec les Camerounais. D'accord. Merci beaucoup, Président Cabral Libby, d'être passé et prendre la parole dans le cadre du programme Avant la parole. Et comme on l'a dit, et c'est promis, il reviendra lorsqu'on entrera de plein pied dans la campagne électorale, dans le cadre des programmes spéciaux qui seront réalisés par Info TV. À vous, téléspectateurs, dit merci d'avoir abondamment participé à ce programme que vous retrouverez en rediffusion dimanche à 7 h du matin. Mais n'oubliez pas, à travers nos différentes plateformes, vous pourrez retrouver le Président Cabral Libby. Merci d'avoir regardé. Très bonne soirée à tous.